Bonjour à tous, bonjour Philippe. Donc, on va commencer ce partage d'expérience. Je vais commencer par une première question. Comment es-tu arrivé dans le squash, dans l'enseignement du squash, dans la formation des jeunes potentiels, plus particulièrement chez les filles et les femmes, et comment es-tu devenu entraîneur national? Donc la première question, c'est 10 questions, quoi, en fait. Exactement. Ok. Donc, en fait, déjà, comment j'y suis venu? Bon, moi, c'est il y a très longtemps, parce que bien sûr, là, je vois bien qu'il y a beaucoup de jeunes, toi y compris. Donc, moi, mes débuts dans le squash, c'est 78. Donc, ça date, oui, j'ai bien vu ta tête, Quentin. Méfie-toi, je vois ta tête. Donc, oui, oui, donc ça date effectivement. Donc, c'était les tout débuts du squash en France. Pas tout à fait, hein, ça avait commencé vraiment, je pense, en 75 à peu près, notamment en région parisienne. Mais moi, j'étais basque. Donc, à l'époque, il y avait un joueur de pelote basque qui travaillait pour faire un raccourci chez Dassault et qui est parti en stage en Angleterre pour son boulot. Et il a découvert le squash là-bas. Lui étant un très bon joueur de pelote basque, il s'est dit c'est un sport génial. Et quand il est revenu à Biarritz, eh ben, il a construit deux cours. Et donc ça devait être à peu près, oui, en 77. Et moi, je suis arrivé en 78 avec un ami. Moi, je faisais de l'escrime en compétition. Et c'est un ami qui m'a dit, ben, tiens, je connais un nouveau sport, on va essayer. Et puis j'y étais, je l'ai quasiment jamais quitté, puisque je suis toujours dedans, avec les deux pieds dedans. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je l'ai connu. Bon, il s'est passé que le club là-bas de Biarritz est devenu le premier club de France, puisque on était quatre de l'équipe de France composés à être de Biarritz et du Pays Basque, entre autres, parce qu'il y avait Biarritz et après il y a eu Bayonne. Et on était quatre donc du Pays Basque à faire partie de l'équipe de France junior puis senior. Donc c'est devenu un club important avec un entraîneur qui est devenu assez reconnu. Et ça aussi, donc je viens un peu à la deuxième question, ça m'a un petit peu aidé à avoir un petit peu ce goût de l'entraînement, enfin, d'apprendre le squash aux autres. Et puis ensuite, j'ai été un petit peu chassé par des propriétaires de clubs moi j'avais donc, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, je pense à toi Quentin notamment, qui me disaient, tiens, qu'est-ce que tu fais en juillet-août? Ils savaient que c'était un peu la saison morte. Qu'est-ce que tu fais en juillet-août? Je dis, ben rien. Il me dit, ben voilà, moi je te prends pendant 2 mois, tu formes dans mon club les joueurs, voilà, tu es payé tant et tu es logé, nourri. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai fait le club de Mont-de-Marsan, alors toujours un peu dans mon coin, même si c'est pas le Pays Bas, c'est les Landes. Donc, je suis parti pendant 2 étés de suite consécutives là-bas. Puis après, un autre club l'a appris. Donc, ça a été un club en Bretagne, à Vannes, qui n'existe plus maintenant, même si un club à Vannes, c'est plus le même. Voilà. Donc, le côté enseignement a commencé. J'avais 16 ans. Donc c'était un super job d'été. Moi, j'étais heureux comme tout. Je faisais encore ma passion. De souvenirs, je suis incapable de dire combien je t'ai payé. C'était en francs. Mais pour moi, je me rappelle, j'étais vraiment très content de ce que j'étais payé pour quelqu'un de logé nourri. Et voilà, donc ma passion de l'enseignement, elle est venue là. Bon, j'étais jeune, donc après, moi, j'ai continué la haute compétition, donc les équipes de France, etc. À l'époque, il y avait qu'un seul joueur qui faisait de la PSA, un seul. C'était un Parisien qui était le champion de France de l'époque. Et donc, on était surtout sur le circuit national et sur le circuit international à travers l'équipe de France. Donc, championnat d'Europe, championnat du monde, tout ça. Voilà. Après, il y a eu une deuxième période, bien, bien, bien plus loin, qui est tout simplement avoir eu des enfants ou des neveux. Il y en a un qui se reconnaîtra, qui avait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, je me suis dit, il y a un problème, j'aimerais bien leur apprendre le squash, mais c'est pas adapté. Et je savais bien il y avait le côté ludique du squash, mais le côté ludique, il était plutôt fait pour les adultes que pour les enfants à cette époque-là. C'était en 98 à peu près. Et donc là, c'est là où j'ai réfléchi et je me suis dit, faut créer quelque chose. Et c'est là d'où est parti le concept du mini squash, où je me suis dit, s'il y a bien un mini quelque chose dans un sport qui doit être complètement, qui doit exister et qui doit être performant, c'est bien au squash. Puisqu'on je voyais déjà des sports comme le tennis qui allaient chercher des murs pour
simplement qu'il y ait un retour de balle. Alors que nous, le mur, on l'a, on n'est pas obligé de le fabriquer comme ils le font au mini-tennis. Nous, le mur, on l'a parce qu'il est naturel, il fait partie complètement de notre discipline. Donc voilà, donc là, c'est vraiment par rapport à tes questions, Nicolas, le moment important qui m'a orienté vers l'enseignement, mais vraiment vers l'enseignement compétitif là. Avant, c'était vraiment, j'ai été bien sûr entraîneur, éducateur de club, et d'ailleurs, j'ai été éducateur du club de Créteil dans les années 80, 80, je crois que je suis arrivé en 83 comme éducateur là-bas, et en tant qu'éducateur au club de Créteil en 98, j'ai eu donc mon neveu, Lucas, qui est là, mes enfants, et puis plein d'autres qui se sont rajoutés autour. Et là, j'ai vraiment changé d'option. C'est-à-dire que là, je me suis dit, j'ai finalement pas forcément envie de continuer dans l'enseignement adulte loisir, même si j'aime pas forcément ce terme-là, et d'ailleurs, j'avais pas que du loisir, mais j'avais vraiment envie de m'occuper de jeunes, parce que c'est là où j'avais compris que si on voulait toucher à la haute compétition, il fallait s'occuper de joueurs vraiment jeunes. Et le mini-squash, pour moi, était parfait pour ça, et l'après-mini-squash aussi. Donc c'est là où j'ai vraiment eu le goût, et je me suis dit, voilà ce que je veux faire, je veux vraiment être entraîneur et non plus éducateur, même si après les deux termes, ça dépend ce qu'on y voit derrière. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions en une seule, Nicolas? Est-ce que j'en ai oublié une? Il y avait une autre question qui était comment t'es allé notamment vers les filles et les femmes, et ensuite Ah, comment t'es devenu entraîneur national. d'accord. Donc Sinon, alors, vers les filles, sur les autres questions, bien évidemment, tu as tout à fait répondu. d'accord, merci. Donc, en fait, les filles, tu as raison de dire les filles, puis les femmes, c'est le hasard. En fait, c'est le hasard tout simplement parce que euh, dès le début, quand j'ai monté le mini-sport, il y avait plus de filles que de garçons. Donc déjà, il y a eu ça, il y a eu ça au départ. Et ensuite, il y a eu des filles qui ont eu des meilleurs résultats plus vite que les garçons. Donc vous connaissez les noms, hein, Camille Serme, Colline, elles étaient donc là, elles avaient 8 ans donc quand je les ai eues. Mais on va rajouter d'autres, même si certaines ont arrêté. Il y avait Soraya, hein, Soraya Renaï. Voilà, donc rien que ces trois-là, c'était l'ossature de l'équipe de France jeune. Donc à un moment donné, le DTN de l'époque m'avait dit, bah, écoute. Bertrand Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Bertrand Bonnefoy, oui. Bertrand Bonnefoy m'a dit, ben écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu t'occupes du collectif jeune junior fille. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et puis c'est vrai que c'est quand on a des résultats comme ça qui s'enchaînent avec plus un sexe que l'autre, eh ben très très vite, toi-même tu suis un petit peu ce courant-là. Et puis surtout, on te le fait suivre. La preuve par la fédération, même un peu médiatiquement. Donc automatiquement, tu suis ce biais-là. Et donc, et après, entraîneur national, c'est ça? Bon, j'y ai un petit peu répondu, même si, voilà, donc c'est un DTN qui, à un moment donné, moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, par rapport donc au fait d'être entraîneur national. Donc, on sait aujourd'hui que pour être entraîneur national, il faut, enfin, en tout cas, les quatre qui sont entraîneurs nationaux, là, actuellement, ont leur professorat de sport. Et en fait, donc, Bertrand Bonnefoy, toujours le DTN, m'avait dit, voilà, moi, je veux que tu sois entraîneur national, mais il te faut le professorat de sport. Moi, je connaissais absolument pas le professorat de sport. À l'époque, personne ne l'avait à la fédération, à part lui, le DTN, qui venait donc d'une autre discipline. Et la discussion a été de lui expliquer ce que c'était. Il m'a expliqué, j'ai dit non tout de suite, j'ai dit impossible. J'avais 35 ans et je lui ai dit non, non, c'est impossible. J'ai trois enfants, 35 ans, j'ai mon boulot à plein temps, donc c'est impossible. Et il me dit, ben, va juste voir, va te renseigner. Je vais à l'INSEP, je me renseigne et je tombe sur la responsable de formation qui me dit, voilà, c'est simple, est-ce que tu as compris ce que c'était? Je dis, bah, à peu près, oui, ben, je pourrais continuer à rouler. Ah non, 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 tu arrêtes tout, tu vas vivre 2 ans d'enfer. Je me rappellerai toujours, elle m'avait dit, tu vas vivre 2 ans d'enfer. Donc, c'était la formation à l'INSEP, donc tous les jours. Et donc, bien sûr, je suis revenu auprès du DT1 en lui disant, bon, ben, maintenant c'est clair, je le ferai pas et je renverrai pas le dossier. Il m'a dit, bah, t'as tort, ok. Et en fait, 3 jours plus tard, je recevais ma convocation, comme quoi ils avaient bien reçu mon dossier et que j'étais convoqué le lundi de septembre, machin. En fait, c'est lui qui avait renvoyé mon dossier pour moi.
Et il m'avait inscrit. Donc, je vais le voir. Je lui dis non, mais c'est de la folie, ça. Je t'avais dit non et tout. Il me dit tu commences, t'arrêtes, c'est pas grave. J'ai commencé, j'ai jamais arrêté, je l'ai eu. Donc voilà. Donc c'est une histoire assez sympathique de quelqu'un qui, comme on a tous, des gens qui nous marquent dans notre vie. Et voilà. Et donc après, je suis effectivement devenu tout de suite entraîneur du collectif féminin junior, puis après entraîneur du collectif senior féminin. Voilà. Très Si bien, vous avez merci. des questions, pas de problème. Hein, Ouais, juste je dis bonjour à Guillaume qui nous a rejoint, Guillaume Coste et Stéphane Travoué qui nous ont rejoints. Je vous ai coupé vos micros respectifs, donc si vous voulez les remettre, vous pouvez appuyer sur le bouton du micro. Et maintenant, messieurs, si vous avez des questions, enfin si vous avez une question à poser par rapport à la question initiale que j'ai posée à Philippe, n'hésitez pas à intervenir. Quelqu'un? Coup, par, par rapport à ce que tu as dit du DTN, qui c'est lui qui t'a inscrit de force, enfin de force entre guillemets, Ouais. au professorat, tu le regrettes pas qu'il t'a inscrit au final? Bah, absolument pas. Absolument pas, effectivement. Bon, alors, je pense que je l'ai regretté un petit peu pendant la Au formation. début, ouais. Mais parce que franchement, c'était pas évident. Donc ça a duré quasiment 2 ans, enfin un an, une bonne année et demie. Non, 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 bien sûr, je lui dois énormément. Je lui dois de vivre ma passion, hein, parce que tu sais, dans la vie, moi j'en vois tous les jours. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre de leur passion. Et c'est vrai que moi c'est une vraie passion. Et je pense que là, je parle au nom des 4 entraîneurs nationaux. On vit vraiment de notre passion et on vit une vraie passion, quoi. Quelqu'un d'autre? Bah, Lucas, il savait toute l'histoire déjà. Il en fait partie d'ailleurs. Et Bonjour. la période, c'était bien quand on était à l'INSEP, Philippe. Ah ben, C'était celle-là? laquelle période? Bah, la période où t'as passé ton professorat. Alors, ben, toi, je pense que non, non, toi, t'étais pas à l'INSEP. Toi, t'y étais pas. Non, non, t'y étais pas encore, toi. Bah, bien sûr, je suis rentré en même temps que les autres, hein. En troisième, oui, oui, mais Ouais. moi, C'était avant? quand vous étiez à l'INSEP, oui, c'était avant, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bonjour Philippe. Bah, tu te rends compte, lui, bonjour, tu vas bien, Guillaume? Oui, moi j'ai une question à te poser. Oui. Qu'est-ce que tu as appris pendant un an et demi à l'INSEP lors de ta formation, si tu as une chose à retenir lors de ta formation de professeur de sport? Guillaume, on Qu'as-tu t'entend appris pas en sur fait, ton le micro il est pas mis. Oui. Attends. Moi, je l'entends. Ah, Bah, pas moi. C'est comme ça, c'est comme ça le haut niveau. Ils ont des voix, ils entendent beaucoup de choses. Ah bah là, on t'entend. Ah Alors, d'accord, parfait. tu reposes ta question si les autres n'ont pas entendu ou... Qu'as-tu appris pendant un an et demi lors de ta formation initiale? Alors, écoute, S'il y a une chose que tu devrais retenir et qui te reste pendant toute cette année. oui. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, ce que j'ai vraiment apprécié, et c'était quand même assez nouveau pour moi, et je pense honnêtement assez nouveau dans notre milieu du squash, c'est le fait de se retrouver avec d'autres sportifs qui ont été des sportifs de haut niveau, ou certains l'étaient encore, de d'autres disciplines. Donc, énormément d'échanges au quotidien avec eux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément apporté pendant un an et demi. Voir les problématiques des autres, s'apercevoir que même j'étais avec beaucoup de sports olympiques, donc des problématiques que nous on avait aussi, que ça soit aussi bien sur les entraînements, mais sur les modes de fonctionnement. Ensuite, je pense que ce qui m'a beaucoup apporté, c'est tout ce qui est euh, si tu veux, l'organisation même au niveau d'un entraînement, tout ce qui est planification, tout ça. Il y a toujours eu, si tu veux, deux choses. Je reviens au premier point, c'est-à-dire le fait de te retrouver avec des formateurs qui avaient face à eux des escrimeurs, des judokas, il y avait du tir à l'arc, il y avait du squash avec moi, etc. Et
et qui devait, si tu veux, expliquer quelque chose d'assez général et où finalement il y avait un enrichissement finalement des gens formés qui apportaient leur expérience dans leur discipline. Donc il y avait ces deux choses-là. Il y avait donc un formateur qui était là et qui venait faire son job en expliquant les bases, donc par exemple d'une planification, et chacun qui arrivait derrière avec ses particularités propres à leur discipline. Ça, c'était très très riche. Parce que des fois, tout simplement, ça remettait un petit peu en question ta façon de voir toi tes spécificités. Ok. Si personne d'autre n'a de questions à ce sujet-là, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition du squash, de ta conception du squash, et donc effectivement un peu en parallèle avec la logique interne de l'activité, quoi. Écoute, bon, pour toi, ça va pas être un secret. Moi, j'ai ma façon de définir le squash. Alors après, C'est bien pour ça que je te la pose la question. ouais, pour moi, la manière de voir le squash, euh, et ça, c'est tiré de ma propre expérience, de ce que je vois à travers tous les pays où je vais, à travers toutes la manière dont s'orientent tout un tas de pays, y compris les pays émergents, y compris des pays qui sont plus émergents dans le squash parce qu'ils sont là tout en haut de l'affiche comme l'Égypte. Pour moi, le squash est avant tout tactique. Donc pour moi, je définis toujours le squash comme où, quand, comment. Et je mets ça dans un ordre bien précis. Où, quand, comment. Et je suis content des fois quand j'ai des jeunes entraîneurs à qui j'explique ça. J'avais Malcolm hier, Malcolm Tulis qui est mon adjoint au pôle et qui me disait de plus en plus, quand je réfléchis à ça, je m'aperçois qu'avec tous les jeunes que j'ai, eh ben, ça marche énormément et pour moi, ça me parle de plus en plus. Il me disait ça hier. Donc, le où, quand, comment, c'est tout simplement que, en fait, le comment, vous avez compris que c'était la technique ou les techniques. Et le comment doit être au service de où je dois mettre la balle et quand je dois la mettre. Donc, mettre la balle vraiment à savoir, je vais la mettre devant à droite, hein, pour faire simpliste, hein, devant à droite ou à l'arrière droit ou à l'arrière gauche. Le quand, c'est à quel moment. Est-ce que je vais faire du taux? Est-ce que je vais fixer? Voilà. Et le comment, c'est comment je vais arriver à la mettre vraiment là où je veux, y compris si je suis placé dans une position qui n'est pas forcément la position idéale pour la placer là, mais peu importe parce que je dois la placer là, et c'est ça qui compte. Et je dois la placer là maintenant, et pas dans 2 secondes parce que je vais prendre mon temps de me placer pour être sûr de pouvoir la placer là. Quand je dis ça, moi je pense que j'ai défini complètement le jeu égyptien. Et on a tendance trop souvent dans le jeu égyptien à aller sur le fait de dire les Égyptiens, ils ont un jeu, ils ont un jeu. Mais non, ils n'ont pas un jeu, ils ont tous, ils ont cette notion de vouloir vraiment réfléchir à chaque fois où ils doivent placer la balle. Et après, ils ont tous, au contraire, des techniques différentes. On peut pas, il y a plein de jeux qu'on peut pas comparer au niveau technique. Par contre, on va très vite faire un amalgame et dire ils ont tous le même jeu, c'est hyper fluide. Si on regarde Rami, c'est fluide. Si on regarde Farag, c'est fluide. Oui, c'est fluide, mais ils n'ont pas du tout le même geste. Ils n'ont pas du tout. Il y en a un qui va être certains qui vont être plus fixes sur les appuis, d'autres qui vont être beaucoup plus en déséquilibre, même si c'est du déséquilibre contrôlé. Donc voilà, moi c'est ma définition du squash. Et si aujourd'hui j'entraînais un jeune de 7-8 ans, comme j'ai entraîné un Lucas Bozel ou d'autres, j'irai tout de suite là-dessus et je serai moins ça vient pas de moi ce mot-là, ça vient de Paul Sibéras, mais je serai moins dans le carcan technique. Et si on donne un petit, enfin la cible est beaucoup plus importante en fait que la manière de mettre dans la cible. La cible et le temps imparti dans lequel il faut toucher la cible. Oui, le choix de la cible à viser au moment où il faut le faire. Ouais. Guillaume, tu voulais intervenir, je crois. Ouais, moi j'ai 3 questions à poser. La première, c'est comment tu définis, quelle définition tu pourrais donner à la technique?
spécifiquement. technique, Ouais, je pour réponds toutes les déjà techniques, là, c'est quoi, justement? je réponds à celle-là, tu peux poser les deux autres. C'est la technique pour moi, elle est au service de la tactique. La technique, c'est ce qui permet de placer la balle là où on veut, quand on veut. Donc, c'est une organisation gestuelle. Voilà, voilà, exactement, exactement. Ton organisation gestuelle, tu prends quels critères? Justement, pour qu'elle soit efficiente et pour pouvoir l'optimiser. Ben, dans quels critères? Dans les critères que je viens de t'énumérer, c'est-à-dire si elle est, si ta question c'est pas me dire comment on le travaille, si ta question c'est de dire, ben, donc du coup la technique, qu'est-ce qu'elle doit te permettre de faire? Ben, je reviens à mon truc, quoi. C'est-à-dire, elle doit te permettre de placer la balle là où tu as envie, au moment où tu dois le faire. Donc, tu te reposes sur quoi? Sur de l'équilibre, la disponibilité, sur des appuis, sur des centres de gravité, sur quoi? Oui, sur un développement des habiletés, c'est sûr, et lié au développement de la souplesse, parce que bien sûr qu'il faut de la souplesse, parce que tu vas avoir des articulations qui vont marcher dans tout ce que l'articulation te permet de faire. Hein. Il ne s'agit pas de créer des traumatismes, etc. Mais effectivement, c'est développer énormément d'habiletés qui vont te permettre, comme le disait Nicolas, de toucher la cible quand tu veux la toucher. Alors tout ça a une limite à un moment donné. C'est-à-dire que c'est là où il faut comprendre. C'est-à-dire que la première limite, c'est que quand tu démarres, il faut bien sûr. Je suis pas là en train de balayer d'une main tous les fondamentaux. La preuve, c'est qu'une prise de raquette au squash, la manière dont tu tiens ta raquette, si tu la tiens, ben, je sais pas, complètement fermée, tu vas forcément être limité dans tes choix. Donc ça, bien sûr qu'il y a, il y a des bases. Ça, c'est pour la prise de raquette. Après, tu vas te retrouver avec la préparation. La préparation, il y a si tu prépares avec le coude qui est complètement levé, voilà. Mais après, tu vas trouver des joueurs au top niveau qui vont avoir un coude levé quand ils veulent envoyer, excusez-moi du terme, mais un parpaing de l'arrière du court, parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent là d'avoir un bras qui est complètement dans une position avec un tamis qui est fermé, parce qu'ils ont tout le temps, ils entrent très haut et ils vont balancer leurs gestes, ils ont tout le temps d'avoir le tamis qui sera ouvert au moment de la frappe de balle. Par contre, le même joueur va se retrouver dans la partie avant du court quand il veut poser tôt un amorti à l'avant droite, et ben il va avoir une préparation courte, un tamis ouvert et il va gratter la balle. Et c'est le même joueur. Est-ce que pour résumer, c'est effectivement, il y a des fondamentaux techniques à maîtriser en entrant dans l'activité, et puis après, ce n'est que des adaptations techniques au service de la cible à atteindre. Ouais, c'est après c'est moi qui suis interrogé là, donc ça ne, voilà, moi je suis complètement là-dedans, oui. Tu avais une troisième question? Non, ma deuxième question, Oui. c'est concernant, tu parles de tactique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous définir la tactique en squash? Comment tu définis ça? La tactique pour moi c'est ce qui va permettre en plusieurs coups, mais quand je dis plusieurs coups, ça peut être de 1 à X coups, de mettre la balle hors de portée de l'adversaire. Est-ce qu'il y a une relation, tout à l'heure tu parlais d'espace-temps en fait, et de la gestion de l'espace-temps comme donnée déterminante en squash. Et quelle relation tu fais entre l'espace-temps et la gestion de cet espace-temps avec la tactique au niveau de la compréhension et de l'apprentissage? En fait, si on relie, en fait, si tu veux, ce que je viens de dire juste avant là sur la tactique, mettre la balle hors de portée de l'adversaire, au niveau du squash, si tu veux, ce qu'il faut chercher à faire, c'est agrandir le court. On a un court qui fait grosso modo, vous me passerez les 60 mètres carrés. Il faut vraiment faire en sorte que ton adversaire sente les 60 mètres carrés. On s'aperçoit, et moi je travaille beaucoup en ce moment là-dessus avec mes athlètes, sur le fait de s'apercevoir que quand tu regardes un match, tu t'aperçois que tu vas faire déplacer ton adversaire et que finalement, c'est comme si tu avais quasiment que 30 mètres carrés. Tu le fais bouger sur 30 mètres carrés. L'idée, c'est comment le faire bouger sur 60 mètres carrés. Donc, dans la tactique, là, tu es en plein dedans. Tu vas aussi trouver la notion d'espace-temps, comme tu disais. C'est-à-dire que si tu dois mettre la balle devant à droite, mais que, pour une raison, je fais exprès de prendre cette raison-là, pour une raison de carcan technique, tu vas prendre ton temps pour te placer pour la mettre devant à droite. Ton adversaire a eu le temps de revenir, et du coup, même si c'était devant à droite, ce n'est plus valable, parce que c'était valable dans un espace-temps bien précis, c'est-à-dire tout de suite. Et très souvent,
cet espace-temps est tronqué à cause du carcan technique qui a demandé du temps à l'adversaire ou à l'incapacité pour le joueur de trouver la position idéale pour placer la balle à l'avant-droite dans cet espace-temps. Mais l'espace-temps est des fois aussi important que l'endroit où tu dois mettre la balle. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans le bon espace-temps, l'endroit où tu aurais dû mettre la balle n'est plus le bon. Donc on parlait tout à l'heure, oui, pardon, excuse-moi, tu parlais tout à l'heure d'apprentissage et d'apprentissage de jeunes, justement chez les jeunes. Comment tu développes cette notion d'espace-temps et de gestion de l'espace-temps et avec le développement effectivement et la prise de conscience de la logique interne de ton activité? Alors bon, moi j'ai plus beaucoup de jeunes. Par contre, ce qui est intéressant, je suis clair pour tout le monde. Enfin, je suis clair pour tout le monde ou pas? S'il n'y a pas de question. Pour moi, oui. Ok. Là, je dis ça parce que c'est peut-être c'est pas. Ok. Excuse-moi, Philippe. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors bon, comme je te disais, moi j'ai plus beaucoup de jeunes, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est pour moi, alors pas une nouvelle démarche, parce que ça fait déjà, disons, ça fait déjà un petit moment que je pense ce que je vous dis, mais en même temps, moi aussi, j'avance dans ce que je pense. C'est-à-dire que même moi, je mûris un petit peu ma réflexion, et du coup, je me retrouve face à des athlètes, bon, prenons-en une Camille, qui c'est très délicat parce que finalement, et des fois on a des discussions amusantes, elle me dit mais en fait tu m'as entraîné d'une manière où aujourd'hui tu m'aurais aujourd'hui à 8 ans, tu m'entraînerais pas du tout pareil. Je lui dis oui, effectivement. Donc du coup, quand je passe du temps avec elle, mais pareil avec d'autres, hein, avec par exemple Enora aussi qui a un petit peu les mêmes fondamentaux, très techniques, très basiques, etc. Je détruis ça, je casse tout ça. Je casse tout ça. Quand elle me dit, mais si je peux pas faire cette volée-là parce que elle est trop loin, je lui dis, bah vas-y, t'es prête, vas-y, vas-y. Oui, mais non, mais je serai pas stable, je serai pas machin. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? Si tu mets la balle à cet endroit-là au bon moment, t'en as rien à foutre d'être stable. T'en as rien à foutre. L'autre, de toute façon, il sera pas sur ta balle. Donc l'échange va s'arrêter là. Donc après, tu rentres dans le mur, tu touches le mur, tu fais ce que tu veux, on s'en fout. Et ça, c'est des vrais carcans à casser. Parce que là, on se retrouve vraiment face à des joueurs qui ont été depuis le plus jeune âge, mais même y compris Camille, c'est moi. Donc, dans ce carcan qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est assez dur d'en sortir. Mais on y arrive. Par exemple, bon, pour ceux qui regardent les matchs, les volées de Camille, c'est vraiment issu de cette réflexion-là. Et on voit beaucoup, et j'aime bien des fois quand Lidrou, les commentateurs, ils disent, encore hier, sur son premier match à Dubaï, ils disent c'est une adaptation, parce qu'effectivement, t'as Camille qui fait sa volée de revers, elle a le coude complètement rentré, elle a le poignet qui est comme ça, et elle place sa volée amortie. Ça, c'est une vraie adaptation. Il y a 10 ans, on lui aurait dit non, t'es pas bien placé, soit tu recules, soit prends le temps pour mieux te placer, machin. Et du coup, tu casses justement ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire l'espace-temps, vraiment le vrai sens tactique. Donc là-dessus, si aujourd'hui, et de toute façon, finalement, ça a toujours été vrai. Moi, je reviens dans les années, c'est bien, comme c'est lui qui a réagi tout à l'heure, je reviens à mes années 80. En 80, quand moi je pose la question à mon entraîneur de l'époque en lui disant mais je comprends pas, tu nous fais toujours mettre le pied droit en revers, le pied gauche en coup droit, et que chaque fois que je regarde Jahangir Khan ou Jahangir Khan ou machin, ils ont sans arrêt les autres pieds inversés. Et il m'avait répondu, mais imagine le niveau qu'ils auraient si ils pouvaient mettre à chaque fois leurs pieds conventionnels en jouant. Lui, il avait tourné le truc dans l'autre sens en disant, mais justement, ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits, ils pourraient encore progresser. Donc, tu vois, à cette époque-là. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est très intéressant de s'apercevoir que si aujourd'hui, on va décortiquer, on ne sait pas que c'est Camissaire, mais on lui met un bandeau un foulard sur la tête, etc., et qu'on prend juste sa position sur la volée amortie avec le poignet comme ça, là, et qu'elle rentre son nick, si on ne sait pas que c'est dans le nick, il y a quelqu'un qui passe, si tu prends quelqu'un qui est en train de faire son CQP, tu vas dire qu'est-ce que tu veux corriger, je suis sûr que ce CQP,
les 10 du CQP vont dire ben non, elle a un problème avec le poignet, il faudrait qu'elle soit comme ci, il faudrait qu'elle soit placée comme ça pour que ça soit mieux, etc. Ce qui serait une vraie connerie parce que, ben, à l'image des champions en 80, ben, les mecs, ils faisaient des choses prodigieuses en inversant les pieds parce que c'était ce qu'il fallait. Ils répondaient à la contrainte, en fait, à la contrainte du temps. Moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ce serait la seule manière ou la meilleure des manières pour contrer le jeu égyptien? Alors, contrer en jouant leur jeu, c'est-à-dire pour moi, pourquoi les Égyptiens sont aussi forts, mis à part le fait que, mais ça c'est arrivé après, qu'ils soient des milliers, qui est donc une confrontation incroyable dès le plus jeune âge. Mais si on met ça de côté, et ça il faut pas l'oublier, ça n'existait pas au début, maintenant ça existe, mais au début, ils ont été dans le vrai dès le début, ils ont été dans le vrai. C'est-à-dire, dans le vrai, ils se sont posés la bonne question, comment on marque un point? Moi, quand je demande à Lorraine Baltayan aujourd'hui qu'est-ce que lui apprend son entraîneur, elle me dit à marquer des points. Elle a 10 ans, elle me dit à marquer des points. Et donc, ils ont tout bon. Nous, on avait l'impression que il fallait, c'était quoi le but? Le but, c'est bien jouer. Le but, c'est d'avoir un beau geste. Le but, c'est machin. Donc, c'est ça la vraie définition. Faire une belle parallèle. C'est ça. Voilà. Parallèle parfaite. Donc, c'est ça le truc. Donc, pour te répondre vraiment, Quentin, c'est jouer leur propre jeu parce que eux, ils sont dans le vrai, ça. Et puis après, trouver les solutions pour être meilleurs qu'eux dans ce jeu-là. Il y a quelqu'un qui parle là, j'entends. Moi, j'ai dit ça marche. Ouais, oui, oui. Et, enfin, je veux dire dans l'approche, parce que c'est que la réflexion que je me fais souvent quoi, c'est que genre les Égyptiens, tu les regardes, mais tous jouer, ils sont capables de gagner un échange en 2 coups ou en 40. Et c'est ça. Et ce qui est difficile à faire pour des Anglais, pour des Français, pour des machins, gagner un échange en 2 coups, on y arrive moins facilement en 30. Ouais. Oui, c'est sûr. On se posait aussi la question là dernièrement avec Renan notamment alors c'est vrai que c'était surtout chez les filles ces derniers temps. C'est quand tu vois le nombre de balles de match qu'elles sont capables de sauver. C'est quand même impressionnant. C'est parce qu'en fait, si tu veux, je pense qu'elles ont la pression comme tout le monde, comme tout être humain. Mais je pense, si tu veux, que le fait d'être dans cette fluidité, dans ce schéma tactique et uniquement donc dans ce schéma qui n'est que tactique plutôt, leur permet, si tu veux, d'être complètement ouvert, d'être complètement disponible à ce qui finalement reste pour eux un vrai jeu, quoi, un vrai jeu. C'est voilà, il faut marquer le point. Et du coup, je pense que ça libère aussi beaucoup de choses. Moi, tu vois, pour prendre un exemple bien concret, hier, bon, donc comme vous le voyez, je suis pas à Dubaï et donc je coachais Camille par WhatsApp et par téléphone et le téléphone marchait pas, donc c'était que WhatsApp. Et après son premier jeu, elle était complètement dans l'application. Elle était complètement dans l'application. Elle voulait s'appliquer. Elle avait un schéma tactique, elle voulait s'appliquer. Et c'est ça, il faut sortir de l'application. Quand on s'applique, de toute façon, on n'est plus dans l'espace-temps. On sort de l'espace-temps. Pour être dans le timing, il ne faut pas s'appliquer. Donc c'est plus une question de feeling que d'application au final quand on joue. Ah, exactement. Le feeling, le timing, pour reprendre 2 termes anglais, sont les 2 choses hyper importantes pour justement venir trouver 2 mots qui nous parlent bien par rapport à ce que je disais sur la tactique. Ouais, il y aurait genre plus un style de tactique de base qui va être de créer des occasions le plus vite possible en gros. Ouais. Ça va Oui, être- oui, et puis même sur le comment, sur la tactique. Moi, souvent, je suis là, je vois une joueuse ou un joueur qui arrive, fait voler amorti, elle est tine, à voler amorti, elle est tine. Ok. J'ai rien à dire techniquement, putain, mais attends, ça c'était pas mal, c'était ouvert, c'était machin, c'est le timing, il y a eu un poil de petit retard, c'est des dixièmes, des millièmes de seconde, un poil de petit retard qui a fait que la balle, elle était pas nique parfaite. C'est quoi la différence entre une balle nique parfaite et une balle qui touche le tin d'un demi-millimètre? C'est rien, il y a rien comme différence, à part le timing. Juste, moi j'avais juste une chose à te dire. Ouais.
Bonjour déjà, pardon pour Eh le ben, retard. Pour sortir d'un schéma, il faut déjà avoir un schéma, entre guillemets. Alors, Et quand tu dis sortir du schéma, tu parles des athlètes aujourd'hui que j'ai qui ont été dans un autre schéma avant. oui, ou de ton schéma par exemple, quand tu disais la tactique, pour toi, c'est où, quand, comment. Oui, Tu as construit au fil du temps, hein, ce schéma-là. oui. Et Enfin, déjà, comment tu l'as construit? C'est arrivé comment ça? alors en fait, alors où quand comment c'est pas la tactique, hein. Où quand c'est la tactique, le comment c'est comment arriver à mettre en place la tactique. Donc le où quand comment c'est un schéma de jeu, voilà. Et ce Hmm. schéma de jeu, ben, comme je le disais, en fait, il s'est construit au fur et à mesure de mes observations, de mes déplacements. J'ai été en Égypte, je sais pas, peut-être une quinzaine de fois. J'y suis resté des fois une semaine, des fois 10 jours. J'ai vu tout parce que j'adore aller je connais tous les clubs en Égypte. J'ai été voir des petits, j'ai été voir des grands. Ça a commencé en 80. La première fois que j'étais en Égypte, c'était en 85. Et après, j'y étais un peu plus tard. Donc tout ça, c'est un cheminement. Et puis après, de voir aussi d'autres pays qui sont arrivés derrière et qui ont des similitudes. Donc c'est ça, si tu veux, c'est en me posant toutes ces questions-là et me poser les questions aussi de savoir pourquoi mes athlètes avaient des difficultés à jouer ce jeu-là ou des difficultés à être plus fluides dans leur manière de jouer. Parce que tout à l'heure, ce qu'on disait sur les Égyptiens, moi, ce qui les caractérise, c'est leur fluidité. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ils sont tous fluides. Mais par contre, ils jouent pas tous pareil. Non. Et cette fluidité, elle est liée une fois de plus au timing et une fois de plus à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont conscience du coup à jouer au moment où ils doivent le jouer. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont une vision globale et ils savent que dans cette situation-là, c'est ce coup-là qu'il faut jouer. Même Oui, si ils sont en difficulté, même si c'est compliqué, ils savent que c'est ce coup-là à jouer. C'est exactement. ça, si je comprends bien? Exactement. On peut prendre un exemple flagrant. J'avais montré ça à Nicolas l'été dernier, là, au stage des moins de 13. Et en fait, j'avais dit, tu prends une position vraiment, j'avais fait exprès de prendre une position complètement de face, ici. Et si il faut mettre la balle à l'avant droite, eh ben, tu te débrouilles, tu mets la balle à l'avant droite. C'est pour ça qu'on dit que très souvent, ils ont une main, ces joueurs-là, et c'est vrai qu'avec leurs mains, ils ont tout compris au niveau des possibilités qu'une articulation pouvait permettre aux joueurs, quoi. Donc, pour placer la balle là où il veut la poser. Il ne faut pas être esclave d'une position, esclave d'une technique. Hum, hum. Moi, J'ai juste, deux. je termine après, Ouais. juste une dernière question. Tous les éléments m'ont l'air tellement interdépendants, que ce soit la technique, le physique, la prise d'information, parce que la prise d'information, c'est aussi du physique, c'est un corps, le cerveau, c'est un corps. Euh, Tout est tellement interdépendant. Comment on arrive à isoler un élément pour vraiment Alors, évoluer, quoi, en fait? pour moi, tu vas déjà très vite, il faut rien isoler. Si tu Oui. veux, dans ma manière d'entraîner aujourd'hui, et ça aussi c'est intéressant, et c'est bien de pouvoir, parce que ça c'est vraiment des discussions par exemple, que j'ai régulièrement avec Renan, donc on va dire de haut niveau par rapport à nos athlètes qui sont dans le haut niveau, mais qu'on peut avoir avec vous aussi, parce que c'est intéressant, parce que c'est juste pour vous dire que voilà, les questions que nous aussi on se pose, ou nos évolutions à nous, c'est le fait de dire que c'est comme, moi j'ai un préparateur physique au pôle, et qui est là depuis, Lucas l'a connu très jeune, depuis des années et des années. Et en fait, si tu veux, moi, de plus en plus, je m'accapare la préparation physique parce que j'ai envie je veux, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais parce que je veux que ma préparation physique, elle soit intégrée dans la technique, dans la tactique, etc. Et moi, tous mes contenus d'entraînement aujourd'hui, je les pense comme ça. Donc, je veux que tout soit intégré. Après, c'est une question de pourcentage. C'est-à-dire que dans ma séance, je vais avoir effectivement toutes les dimensions que l'on va retrouver, mais on va trouver le physique qui va y être pour 70% dans cette séance-là, 20% de technique, 10% de tactique. Voilà. Et puis, donc, du coup, cette même séance, tu vas pouvoir, en modulant deux, trois choses, la rendre beaucoup moins physique. Ça va être 20% physique, 50% technique, etc. Donc, moi, de plus en plus, je veux que tous les ingrédients soient là.
Par contre, pour répondre complètement à ta question, moi je pense que à quel moment on sait partout, bah, peut-être au tout début. Peut-être au tout début. Voilà, c'est voilà, quand tu as quelqu'un qui connaît pas bien le squash, qui le débute, là effectivement tu vas. Mais je pense qu'il faut très très vite s'en sortir. Et c'est ce qui fait un peu la différence entre un CQP et un DEGEPS, quoi. C'est-à-dire que le CQP est là pour amener un premier niveau de compétition. Donc l'objectif, c'est de lui amener effectivement les fondamentaux du squash. Et puis à un moment donné, quand il est dans la compétition, il va falloir lui permettre de s'adapter. Hmm. Et j'avais une autre question par rapport à justement, tu parles de préparation physique. Justement, t'as fait t'as parlé beaucoup de tactique et de technique, et puis t'as quand même mis de côté tout ce qui concerne le mental et le physique. Hmm. T'as parlé un peu de pression, notamment sur les balles de match pour les Égyptiens, et puis là tu viens de parler de préparation physique. Hmm. Quelle place tu fais à la préparation physique et à la préparation mentale? Bon, bon, c'est Stéphane, je crois qu'il a dit tout est lié, tout est important. Donc bien sûr, on peut pas. Moi aussi, comme je suis là depuis très très longtemps, moi je connaissais le premier joueur français top, si je ne m'abuse, je suis pas sûr il battait du top 10 mondial, mais je suis pas sûr qu'il soit top 10. C'est Julien Boletta, je crois top 15 sûr. Je crois qu'il a été 12 mondial. Son père, qui a été aussi un de mes entraîneurs, la préparation physique, il n'en avait rien à faire. Et son fils était feignant, et il ne courait pas, il ne faisait rien physiquement. Alors certes, c'était une autre époque, mais voilà, il avait cette façon de concevoir qui disait que si on met la balle là où il faut la mettre, on n'a pas besoin de courir, c'est l'autre qui court. Donc certes, c'est vieux, c'est une autre époque, mais aujourd'hui, on peut plus concevoir ça comme ça. Donc toutes les composantes sont importantes, sont intrinsèquement liées. Hein, vous connaissez la fameuse systémique. Hein, donc tout est au milieu d'un système avec des interactions. La préparation physique, on peut juste dire que il y a un moment de préparation physique qui est un peu différent. Vous le connaissez tous, c'est le moment l'intersaison. Hein, c'est le seul moment où mes athlètes font quelque chose physique séparé, quoi, où ils n'ont pas une raquette dans la main, etc. Dans l'année, vous pouvez venir, s'ils font de la plio, ben moi je me bats pour qu'ils aient la raquette dans la main en faisant de la plio. S'ils font une échelle de rythme, je veux qu'ils aient leur raquette de main. Et ça a été dur, par exemple, pour le préparateur physique, de dire, oh, ça sert à rien, Philippe. Non, non, je veux qu'ils aient une raquette dans la main. Je veux qu'ils aient une raquette dans la main. Et puis dans ces cas-là, je les embête, par exemple, parce que la raquette, elle soit pas pendante. Ben, faites une échelle de rythme avec une raquette où vous devez penser à avoir. Ben, d'un coup, ça vous complique les choses. Donc c'est du physique C'est pas bête, ça. et je mets quelque chose. Alors l'échelle de rythme, pareil. Je dis, vous faites l'échelle de rythme, mais à chaque fois, vous faites un coup droit, un revers, un coup droit, un revers. Ben, vous prenez le temps. S'ils doivent faire 10 allers-retours en échelle de rythme et qu'ils font ça en 35 secondes, et ben s'ils doivent faire un coup droit, un revers, mais je leur dis, attendez, pas technique, hein, je m'en fous, hein, vous balancez à droite, à gauche, ben, ils le font en 42. Uniquement parce qu'ils ont dû travailler avec le haut du corps, alors que quand ils travaillaient qu'avec le bas du corps, c'était tout content. Tout va bien, et quand il fallait travailler avec un haut du corps, mais qui n'est rien de compliqué, et ben d'un coup, ça mettait du temps. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ben, ça vous fait penser à un joueur de squash qui est sur le court, qui doit courir, mais qui doit aussi penser où il doit mettre la balle et faire une gestuelle. Et là, on est dans le vrai, du coup. Donc, faire l'échelle de rythme sans rien faire avec le bras, sans rien faire, ben, finalement, on est en dehors de notre discipline. Donc, si c'est l'été, au mois de juillet, à Monaco, au soleil, c'est pas très grave. Mais si c'est dans la saison ou en reprise de saison, eh ben, on est en dehors de notre activité et on fait ça pour rien. Ou presque. Donc en fait, Philippe, chaque élément que tu décides, que tu prends, que ce soit sur de l'analyse, de prise d'infos ou quelle que soit la préparation, tu reviens continuellement sur la logique interne de ton activité pour savoir si ce que tu fais est intégré ou pas, en relation ou pas. Et les questionnements que tu te poses, en fait, c'est pour pouvoir faire évoluer. Tu es continuellement en recherche par rapport à ton schéma de logique interne de l'activité, en fait. Tout à fait. Tu es right. Tout à Donc, fait. quelle que soit la question ou la sollicitation ou le gamin ou l'athlète de haut niveau, c'est la question que tu te poses? Oui. Moi, je me pose toujours cette question. Tu vois, tu me fais penser à autre chose et là, on vient un petit peu plus sur la partie
mental, je sais pas pourquoi tu me fais penser à ça, c'est la question que je dis à mes athlètes, chaque fois qu'ils ont quelque chose à faire, mais dans la vie de tous les jours, étant donné que ceux qui veulent, c'est être numéro 1 mondial ou numéro 1 ou numéro 1 mondial, c'est leur objectif. Chaque fois qu'ils font quelque chose, ils doivent se poser la question, est-ce que ça va dans le sens de devenir numéro 1 ou numéro 1 mondial? Mais ça, je dis ça pour tout. C'est, voilà, je dois aller aujourd'hui voir ma grand-mère, machin, prendre le train, et puis le train, ça me fait mal au dos, et puis je suis pas sûr, il y a des grèves, je risque de louper l'entraînement. Pose-toi la question, est-ce que si tu fais ça, ça va dans le bon sens pour être numéro 1 mondial? Donc, ce questionnement-là, si tu veux, tu dois toujours l'avoir, et tu dois, pour moi, toujours être là, pour revenir sur la partie vraiment hors mental, tu dois toujours être là et te dire, voilà, te poser la question, est-ce que quand je fais faire ça, je suis dans ma discipline, je suis dans la logique interne, est-ce que ça va apporter concrètement quelque chose au fait de devenir numéro 1 mondial? Juste qu'il n'y ait pas d'amalgame par rapport à ce que tu dis, Philippe. Tu dis qu'il faut qu'au maximum la préparation physique soit intégrée, mais j'ose croire que toute la préparation physique ne peut pas être complètement intégrée. Il y a forcément des phases où il n'y a pas d'intégration dans le cadre de l'activité. Bah, en fait, si tu veux, mettre une raquette dans la main du joueur qui fait de la plio, c'est intégrer, alors j'ai envie de te répondre, non, non, j'intègre tout. Après, tu vois bien que là aussi, il y a des pourcentages. Voilà, moi, j'ai envie que, quel que soit le mouvement qu'il fasse, il y ait un lien avec l'activité. Donc, avoir une raquette dans la main, bon, tu vois, c'est pas non plus quelque chose de délirant. Voilà, donc c'est sûr que s'ils font du vélo, je vais pas leur mettre une raquette dans la main. Mais ils vont faire du vélo quand? Ils vont faire du vélo justement sur cette fameuse période qui est la période où là, allez, lâchez-vous, cette période, elle va bientôt arriver. Elle va être pour la plupart. Si tu as des phases de musculation au niveau du haut du corps, tu peux pas forcément avoir systématiquement une raquette dans la main. C'est aussi un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que Oui. il y a des moments, il y a des phases de musculation où tu ne peux pas complètement intégrer avec une raquette dans la main. Alors par moi exemple. déjà, je ne fais pas. Alors là, il y a deux choses intéressantes. C'est que la première chose, c'est que moi, je leur fais pas. Alors, j'ai essentiellement des filles. Il faut savoir que les filles, là, tu rejoins le mental, tout ce que tu veux, etc. Tu leur fais pas pousser de la fonte. Tu leur fais pas faire des squats. À un moment donné, si tu veux, elles vont beaucoup plus préférer faire de la musculation qui, pour moi, ressemble beaucoup plus à du renfort musculaire. Et quand je prenais l'exemple de la raquette, par exemple, à un moment donné, j'ai des filles qui font du pilates. Eh ben, je demande à leur prof de pilates de bien comprendre notre discipline pour qu'à un moment donné, il y ait des positions de squash. Donc en fait, tu t'aperçois que c'est sûr que si elles ont des haltères, ben oui, là ça va être limité, mais moi je te dis, elles en ont pas. Par contre, oui, quasiment dans tout le reste, tu peux arriver à faire un lien avec le squash. Et moi, ça je veux. Si jamais c'est un travail de souplesse, et ben c'est de la souplesse, mais de la souplesse, oui, ben imagine que tu as une balle qui va faire le deuxième rebond. Donc, il faut que tu arrives à placer ton tamis. Donc, oui, je glisse une raquette dans la main pour travailler ça. Si c'est de la muscu, du renfort musculaire, eh ben, avec les deux coussins bleus, ils sont en position de fente. Eh ben, oui, moi, je dis, ben, vas-y, maintenant, fais du solo avec la balle et la raquette. Et pourtant, elles sont, hein? Et le gainage. Oui, ben, le gainage, renfort musculaire, bon, après, voilà, c'est tous des mots dans lesquels je pense que tu peux t'y retrouver. Mais c'est vrai que le gainage, pour moi, c'est pareil. Alors, bien sûr, là, tu vas forcément arriver à trouver Non, un exercice. C'est juste que je veux pas faire d'amalgame, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une coordination motrice et un renforcement musculaire général, et il y a une coordination motrice et un renforcement musculaire spécifique. Oui. Je comprends que effectivement il faut aller rapidement vers de la coordination et du renforcement spécifique, mais il y a quand même pas d'amalgame à faire sur le fait qu'il y a une structure quand même à créer et à entretenir qui est pas forcément exclusivement liée au spécifique, à mon sens. Alors je vais te donner un autre exemple intéressant. Ça, c'est de mon observation. Moi, je connais des joueurs, des joueuses. Franchement, au niveau gainage, c'est impressionnant. Tu leur fais faire une volée, il n'y a rien qui est gainé. Ça bouge dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tu les as entraînés
à être gainé en dehors de ta discipline, Hors contexte. hors contexte. Et en fait, ça c'est une question de commande, c'est au niveau du cerveau quasiment. Il n'y a pas, si tu leur fais, si moi je suis assis sur mon tabouret là, et tu me demandes d'être gainé, putain, voilà, je sais faire en sorte de trouver les muscles du gainage pour me tenir. Mais si je dois frapper dans une balle, putain, mais t'es hors contexte, ils ont des abdos partout, putain, il n'y a rien qui est tenu. Donc tu t'aperçois que tu vois, j'en discute beaucoup avec la prof de pied. Je dis, putain, mais attends, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est avec toi, machin. Putain, il y a toujours ce problème là du buste qui bouge, tout ça, etc. Donc à un moment donné, tu t'aperçois que si tu n'es pas constamment en train d'observer ce que ça doit provoquer dans ta discipline, et ben à un moment donné, tu en fais des très forts en gainage, mais pas dans ta discipline. Et donc, par rapport à la question du mental, tout à l'heure, tu parlais de la pression chez les Égyptiens qui devaient certainement en avoir autant peut-être que les autres. Est-ce qu'il y a quand même pas quelque chose au niveau mental qui est différent chez les uns et les autres? Enfin, du moins, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'important dans le mental à travailler, puisque ça n'a pas forcément fait partie de la définition que tu en avais de l'activité, ce qui est normal. Tu sais, le problème du mental, c'est que c'est bien sûr lié à chacun, que tu peux pas éloigner la notion de mental avec la notion, si tu veux, d'éducation, de problèmes que tu as connus dans ta vie. Donc, ce qui fait que si tu veux, de problèmes ou pas de problèmes, si tu veux. Hein, mais moi, je dis toujours, hein, les vrais, j'aime pas le terme, mais je fais exprès, les vrais fabricants de champions, c'est les parents. Parce que les premières années comptent tellement, sont tellement importantes. Tu mets sur une rampe de lancement ou tu mets sur un truc de descente, sur un cul-de-sac. Et malgré toutes les autres qualités que tu peux avoir, des qualités physiques, des qualités d'écoute, etc. Mais à un moment donné, voilà, c'est là où ça se joue. Et après, donc, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que chacune est très différent par rapport au mental. Et même certains qui ne veulent même pas y rentrer. Ils ne veulent pas parce que pour eux, c'est trop douloureux, trop difficile. Et j'ai des exemples hein, là-dessus. Après, si tu veux, pour moi, l'ordre du mental, puisqu'on est avec des entraîneurs, c'est que l'entraîneur, c'est lui finalement le vrai préparateur mental. C'est nous. Moi, sur la préparation mentale, je dois y passer un temps fou parce une fois de plus, elle est partout, la préparation mentale. Si à un moment donné, une athlète ne réalise pas le bon exercice, le fait mal, il faut faire de la préparation mentale pour être là derrière. Si l'entraînement s'est mal passé, il faut faire de la préparation mentale derrière. C'est toi qui es entre les jeux pour coacher. C'est toi qui fais de la préparation mentale. Et pourtant, beaucoup de mes athlètes ont un préparateur mental. Donc, si tu veux, je pense que nous, une fois de plus, comme avec le préparateur physique, on doit être, et je ferai très plaisir à Paul Sibéras en disant ça, et il m'a dit il y a plus de 20 ans, on doit être, c'est nous qui devons, c'est l'entraîneur qui doit être à la base de tout, qui doit diriger tout. Après, ça n'empêche pas d'avoir des intervenants, des personnes avec qui on travaille, avec qui on se réunit. Mais c'est nous qui devons être à la base de tout, parce que en fait, c'est nous qui sommes au plus près des athlètes, c'est nous qui les connaissons le mieux, c'est nous qui les voyons tous les jours. Donc cet aspect mental, comment te dire, vraiment très bon, c'est l'aspect vraiment très complexe, c'est l'aspect hyper important. Hein, avec les femmes, moi je dis toujours en déconnant des fois, et je déconne pas toujours. Hein, s'il y a une fille qui arrive et je lui dis putain, mais ta robe aujourd'hui elle est pourrie, à tous les coups elle va faire un mauvais début de match. Donc c'est fou, mais c'est ça. Moi j'ai des athlètes qui m'envoient dommage, mais cette tenue elle est bien. Voilà, si tu veux, il faut qu'elle se sente bien, alors qu'un mec, et on en connaît plein, ils arrivent avec un short pourri, plein de tâches, et c'est pas leur problème. Donc il y a en plus ce côté un petit peu psychologique féminin, psychologique masculin. Plus après derrière, il faut pas forcément les séparer. Il y a un homme qui peut avoir une grosse part féminine en lui, et puis le contraire. Donc c'est compliqué.
moi, j'ai l'impression que là, je te dis des trucs, mais que je te donne pas de réponse ou je te donne pas de solution. En fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, je pense que il faut vraiment comprendre comment fonctionne faire l'effort de comprendre comment fonctionne ton athlète, tes athlètes, séparément. Ils ont tous un mode de fonctionnement différent. Et là, il faut travailler avec ça, il faut rentrer dedans. Voilà. Moi, Camille, elle a son préparateur mental qui est quelqu'un de vraiment très bien. Moi, je l'apprécie énormément. Il est très ouvert. C'est quelqu'un qui lui apporte beaucoup, mais en même temps, aujourd'hui, peut-être que ça fait 7-8 ans qu'elle est avec lui, j'en discutais avec lui, je dis, en déconnant, je dis, mais tu sais, on pourrait quasiment faire un aveu d'échec hein, sur ton boulot, et bien sûr, je m'inclus le mien. Parce qu'en fait, en déconnant, je lui dis, on l'a pas changé. Ça reste toujours une fille qui doute d'elle. Ça reste toujours une fille qui a beau, a été il n'y a pas longtemps 2 mondiales, meilleure joueuse de l'année en 2017. Elle est encore capable de dire, mais je sais pas pourquoi je suis forte et je me trouve pas forte, quoi. C'est une fille qui est en doute parce qu'elle a été élevée comme ça. Elle a été élevée dans côté humble, mais humble trop poussé. Et ça, certaines fois, c'est un vrai problème. Parce que quand à un moment, il y a un petit grain de sable qui vient là, le petit grain de sable vient lui apporter de l'eau à son moulin pour lui dire, ah, finalement, c'est vrai, je suis pas si forte que ça. Donc c'est compliqué. Tu prêches un convaincu par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, pour appuyer ce que tu es en train de dire, dans le cadre de leur module de formation, les stagiaires ont un accent sur mieux se connaître et donc pour mieux accompagner, mais c'est aussi mieux connaître l'autre pour mieux l'accompagner, où on va aborder dans le prochain module des tests psychologiques qui permettent de comprendre comment agit une personne, comment fonctionne une personne, par quelle motivation elle rentre dans une activité, dans une action, qu'est-ce qu'il fait vibrer pour agir en fait dans un certain sens. Et tout repose autour de ce test psychologique de la personnalité qui permet d'identifier au mieux quelle est la personne pour agir au mieux sur lui. Tout ça, c'est des choses, si tu veux, qui vont aider un entraîneur ou un futur entraîneur pour lui donner une trame, etc. Mais après, une fois de plus, on va se retrouver avec des entraîneurs qui vont avoir leur sens de comprendre la personne qu'ils ont en face. Et il faut pas que la trame vienne casser le truc, tu vois. Voilà. Moi j'ai toujours peur un peu des trames parce que du coup, tu essayes de rentrer dans les cases, tu essayes de comprendre le truc. Voilà, il faut très vite, quand Guillaume me posait la question de ce que m'a apporté l'INSEP m'a apporté aussi à un moment donné, donc effectivement, pas mal de rigueur, etc. Mais heureusement qu'on en sort parce que à un moment donné, sinon tu suis des trucs et tu finis par plus être à l'écoute et comprendre les sensibilités différentes de chacun, quoi. Ça permet de poursuivre sur la question suivante qui était comment tu définirais un bon entraîneur. Je pense que tu pourrais faire un petit résumé de ce que tu nous as dit depuis le début pour définir pour toi ce que c'est qu'un bon entraîneur en gros. Un bon Je peux poser une entraîneur, question dans cette question. Je peux poser une question dans cette question. Oui. Parce que c'est un peu une question de synthèse là que tu poses, Nicolas. Oui. Moi, je voulais poser une question à Philippe. On parle d'entraîneurs qui préparent du haut niveau. Et il y a un vrai couple entre entraîneur-entraîné. C'est-à-dire que si Camille, elle fait du haut niveau, c'est bien parce qu'elle a un entraîneur qui fait aussi du haut niveau. Donc, c'est bien à un moment donné un entraîneur qui est dans une démarche, et l'entraîneur, c'est toi, qui est dans une démarche de haut niveau. Si on parle depuis un certain temps, depuis de la préparation de l'athlète, on n'a pas parlé de la préparation de l'entraîneur, qui pourtant est déterminant, puisque s'il y a un couple, il peut pas y avoir déséquilibre. Ou s'il y a déséquilibre, c'est un déséquilibre qui doit être à un moment donné plus ou moins maîtrisé pour générer quelque chose. Donc toi, comment tu te prépares? Comment tu te prépares? Comment tu veux aller rechercher? Quels sont tes manques ou quelles sont les choses que tu es en train de rechercher? Tu nous as parlé de tes obsessions et on voit bien que ce sont des obsessions, quelque chose qui te possède, sur lequel tu es en train de te reposer aujourd'hui, etc. Mais comment tu te prépares physiquement, mentalement, au niveau de ta stratégie? Tu nous as parlé de recherche fondamentale, sur de l'analyse d'espace, l'analyse cognitive, etc., sur tes recherches spécifiques avec tes rencontres, etc. Mais
Comment tu te prépares? Est-ce que ça, c'est intégré? Est-ce que toi, tu es suivi? Est-ce que tu nous parles des relations intimes que tu as avec ton collègue Renan? Est-ce que c'est quelque chose de vital pour toi? Tu nous as parlé de relations avec d'autres entraîneurs. Comment toi, tu te prépares, puisque on se retrouve là en tant qu'entraîneur et souvent isolé en fait. Souvent isolé et des fois concurrent par rapport à nos athlètes où, ben oui, si on existe au travers de notre athlète, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des entraîneurs qui, d'une façon récurrente, sortent des joueurs. Donc, bah, effectivement, c'est pas un coup de cul où le joueur sort comme ça, puis est bon, etc., etc., quoi. Donc, toi, comment tu te prépares par rapport à ça? En fait, si tu veux, la question est intéressante parce que je pense que c'est vraiment la question qui peut faire en sorte que, Merci, Philippe. que les futurs entraîneurs puissent arriver à sortir des champions. Le truc, si tu veux, c'est que moi, je dis toujours, si tu veux, que je me suis formé en même temps que mes athlètes. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais au tout début, avant que Stéphane arrive sur la première question, je disais, bah voilà, moi j'ai connu le squash, c'était en 78, donc c'était le tout début, etc. Après, derrière, quand moi j'ai été en équipe de France, on était en équipe de France, on devait être au niveau européen, je crois que notre meilleur résultat c'était cinquième équipe européenne, championnat du monde, on était 12e nation. Donc, vous voyez à peu près ce niveau, mais c'était le début du squash, hein, donc c'était un peu normal. Mais quand j'ai commencé à avoir des jeunes à l'entraînement, ma question, ça a été de me dire comment moi, qui finalement n'ai pas connu ce haut niveau, chaque fois que nous, on allait faire des compétitions, que notre adversaire avait un nom à consonance britannique, on avait envie de partir. On se disait, putain, par quoi, qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule? Et d'ailleurs, on prenait cher. Donc, et quand moi, je suis passé de l'autre côté en tant qu'entraîneur et que j'ai emmené, comme une fois de plus Lucas, dans les premiers moins de 11, moins de 13 ans du circuit européen, enfin, surtout moins de 13 à l'époque, mais je les emmenais jeunes. L'idée, ça a été ça. L'idée, ça a été de dépasser tout ça. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est construit à travers la volonté de dépasser tout ça, d'exister, mais franchement, honnêtement, à ce stade-là, c'était exister pour faire exister le squash français, pour faire en sorte que voilà, ça soit pas comme à mon époque. C'était presque plus un défi par rapport à mon époque. Donc la construction, elle s'est faite vraiment à travers mes athlètes. Moi, c'est une chance inouïe, hein, je le sais, hein, parce que du coup, je suis passé éducateur avec mes athlètes, je suis passé responsable de Pôle Espoir avec mes athlètes qui avaient grandi, je suis passé responsable du Pôle France avec mes athlètes qui ont grandi, entraîneur national avec mes athlètes qui ont grandi. Ça existe pas, ou c'est très difficile ça à reproduire, etc. Mais en même temps, c'est un mode de fonctionnement qui a été intéressant. Aujourd'hui, l'objectif, par exemple pour les entraîneurs qui sont là, c'est avoir cette évolution de cette manière-là, c'est quasiment impossible pour des raisons qui ne sont pas dépendantes de vous. Et donc, il faut se construire autrement. C'est-à-dire se construire autrement, c'est se dire déjà avoir un énorme avantage. C'est se dire, bah tiens, comment aujourd'hui, moi, je peux démarrer mieux que, par exemple, Philippe, quand il a démarré. Bah, c'est tout simplement se servir de notre expérience pour peut-être ne pas commettre les mêmes erreurs que nous, on a commis. Quand aujourd'hui, j'ai des parents qui viennent me voir avec leur fille qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, et qui me disent, non, faut que tu l'entraînes, faut qu'elle devienne comme Camille. Moi, je dis, mais déjà, je vous explique un truc. Camille, elle a 29 ans. Votre fille, elle a 10 ans. C'est dans 19 ans qu'elle aura 29 ans. Alors, elle peut être bonne avant, hein, c'est pas un souci. Mais machin. Mais je dis, mais je serai où, moi, dans 19 ans? Donc, je peux plus refaire la même carrière, c'est autre chose. Par contre, aujourd'hui, je peux apporter quelque chose qui, au début, va être moins dans le balbutiement, qui va être moins dans le fait de se dire, tiens, c'est ça qu'il faut faire, et puis finalement s'apercevoir que c'est pas ça, et vouloir casser des choses plus tard. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, un entraîneur, dans le squash, doit se servir un petit peu plus de l'expérience des anciens,
moi, pour vous donner une idée, dans 3 semaines, je pars une semaine avec Renan. On amène chacun un athlète et on va avec Paul Sibéras pour échanger, pour comprendre des choses. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Je pense que chez nous, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Il faut sortir du dogme du gourou, je ne sais pas trop quoi. D'ailleurs, moi, avec Paul, hein, parce qu'il y a souvent eu ce problème-là, souvent je lui ai dit, voilà, on est là pour échanger, voilà. Moi, je sais déjà que j'ai un énorme avantage par rapport à Paul, c'est que j'ai suivi déjà énormément mes athlètes, beaucoup plus que lui l'a fait. Par contre, il a d'énormes avantages par rapport à moi. C'est un vrai, comment je pourrais dire, théoricien, mais plus que théoricien, un connaisseur de toutes les merde, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est un peu un ingénieur du squash, si vous voulez. C'est vraiment le mec qui a étudié tout dans les moindres détails et des choses où finalement, qui pour moi vont très peu servir à l'entraîneur, certaines. Mais bref, il va y avoir des échanges. Et moi déjà, pour répondre à Guillaume, c'est déjà dans ces échanges-là, aujourd'hui, les entraîneurs, on doit travailler beaucoup plus là-dessus. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je reviens à mon truc de l'INSEP, échanger avec d'autres entraîneurs. Il faudrait vraiment que la fédération arrive à réunir, non pas seulement ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi arriver à réunir d'autres entraîneurs dans des disciplines. Et nous, on le faisait un petit peu en plus à l'époque de Bertrand Bonnefoy, puisque je me rappelle qu'il y avait l'entraîneur à l'époque de l'escrime, l'entraîneur national. Je ne sais pas combien de fois il avait eu de champions olympiques et qui était venu nous faire une demi-journée de comment je viens de faire avec vous. Donc tout ça, c'est vraiment des apports. Et puis après, pour moi, l'entraîneur, il doit se former lui-même. Il doit être tellement motivé qu'il doit aller, comme je disais tout à l'heure, se poser les questions et se dire, voilà, aujourd'hui, quand j'ai un Melville Manico, c'est quoi, comment je peux l'emmener. Il faut qu'un Lucas il comprenne comment est Melville, comment il fonctionne, et à partir de là, on y va et on perd pas de temps et on bosse et régulièrement. Moi, j'ai toujours cette hantise de louper quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Je retiens toujours cette fameuse phrase de Piacenta. Hein. Piacenta, ça a été un très, très grand, ou peut-être le plus grand entraîneur d'athlétisme en France. Et Piacenta disait toujours, une séance loupée ne se rattrape jamais. Et quelque part, c'est un peu vrai. Dans le sens où, il faut toujours chercher l'excellence, même quand on n'a pas l'excellence. C'est-à-dire même quand on réussit mal son entraînement. C'est-à-dire qu'une séance, à partir du moment où on cherche à tout faire bien, même si elle est loupée, c'est pas grave. C'est pas grave. Rien que d'avoir recherché l'excellence, on va dans le bon sens, même si on n'a pas réussi. Donc voilà, pour moi, c'est ça un petit peu l'entraîneur et être en capacité de toujours vouloir faire le plus. Voilà. Pour poursuivre sur les questions, donc il y avait une question qui correspondait à la détection chez les jeunes. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu as des critères objectifs et ou subjectifs sur lesquels tu te bases pour détecter un jeune potentiel? Pour moi, il faut déjà se méfier énormément En général, on se sert de ses yeux pour détecter, et souvent, ça peut être une grosse erreur. En tout cas, ça peut être juste une petite partie de la détection. C'est plutôt les oreilles dont il faudrait se servir dans la détection. Et ça veut dire que du coup, il faut passer du temps dans la détection. La détection, c'est si moi j'avais dû détecter Camille Serme à 8 ans en me disant elle sera numéro 2 mondial, meilleure joueuse de l'année, et tout, etc. J'aurais dit non, je pense pas. Mais en fait, la plus grosse qualité de Camille, c'est son écoute. Donc c'est le fait qu'à un moment donné, un gamin soit dans l'écoute, réfléchisse, comprenne, aille sur le cours, essayer de comprendre, il m'a dit ça, comment ça marche, Finalement, moi, ça serait le premier critère de détection, ça. Dans la réflexion? Oui. Et après, c'est vrai que, bien sûr, tu peux arriver à trouver un athlète où tu te dis, voilà, au niveau des capacités physiques, explosivité, il n'y a rien, mais aujourd'hui, je peux t'assurer, alors peut-être plus chez les filles, même si vous êtes vous avez tous vu que le niveau féminin avait pris
en l'espace de un peu plus de 5 ans, là, des proportions quand même, une accélération quand même assez importante, notamment sur le niveau physique. Mais c'est vrai que quand on prend une Massaro, qui a quand même encore battu une Ranim hier, c'est pas une des plus rapides du circuit. Hein. Par contre, elle a hyper compensé parce qu'elle voit la balle hyper tôt, qu'elle a fait un jeu le plus simpliste qui soit. C'est du long, et je place un petit double mur de temps en temps, et une combativité hors du commun, et qui fait que la nana, elle a été championne du monde, elle a été numéro 1 mondiale, et aujourd'hui, elle a battu la championne du monde en titre. Et pourtant, je peux vous assurer que qu'est-ce qu'elle est lente. Qu'est-ce qu'elle est lente. Mais si tu vois la balle avant qu'elle soit partie, ben, t'en fous d'être lent, hein, t'es parti avant, donc tu seras sur la balle. Donc voilà, donc je pense qu'on oublie trop cette partie-là dans la détection. D'accord. Et une fois que. On appelle l'intelligence de jeu ou pas? On appelle ça l'intelligence de jeu? Tu utilises ce terme? Non, parce que si c'est de la détection, à la limite, on ne le sait pas forcément. Au début, l'intelligence de jeu, c'est plus une intelligence de comportementale, une intelligence d'écoute. Conceptualisation de réflexion. Oui. C'est ce qui va te permettre d'être sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs très souvent la différence entre les mecs et les filles, là au plus jeune âge. Hein. C'est que les filles sont quand même un petit peu plus sur l'écoute au début. Lucas vous dira les branlées qu'il a pris par les filles qui avaient son âge au premier âge. Pourquoi? Parce qu'elles étaient plus dans l'écoute, plus dans le machin. Et c'est seulement Parce qu'elles après... avaient commencé avant moi. Et c'est seulement après, mais au début, l'écoute est quand même beaucoup plus féminine que masculine au plus jeune âge. C'est l'intelligence contextuelle, donc. Oui. Et donc, une fois que la détection est faite, comment toi, tu as procédé ou tu procéderais pour les amener vers le haut niveau? Comment tu conçois un peu tes programmes d'entraînement? Voilà, comment la machine se lance après? Comment tu les amènes dans un premier temps vers le haut niveau et une fois qu'ils sont dans le haut niveau, comment tu conçois tes programmes d'entraînement? Il y a plusieurs choses dans ta question là. Pour la première. Donc, comment tu les amènes sur le haut niveau déjà dans un premier temps? Mais en termes emmener quelqu'un vers le haut niveau, en termes de contenu d'entraînement, c'est là où je comprends pas bien la question. Si c'est ne retiens pas la deuxième partie de la question. Retiens que la première partie de la question. C'est comment tu les mobilises, comment tu les intéresses pour aller vers le haut niveau, comment tu t'y prends pour les amener vers le haut niveau, qu'est-ce qui se passe dans ta démarche pour que elles aillent ou ils aillent vers du haut niveau. Alors à préparer, tu vois, forcément, je pense, et puis il y en a un qui est là, donc tiens, je le vois là en gros, là. Enfin en grand, pardon. c'est Lucas pourrait dire que tu vois, je serais sûrement pas le même entraîneur aujourd'hui ou il y a 10 ans qu'il y a 20 ans. Moi, je pense, si tu veux, que la valorisation de l'athlète, du jeune en l'occurrence, hein, du jeune est la chose la plus importante. La valorisation, c'est hyper important. C'est ça qui va permettre à l'enfant, au jeune, de rester dans la discipline et d'avoir une chance de l'amener vers le haut niveau. Ensuite, c'est l'individualisation. L'individualisation, c'est hyper important, surtout au début. Là, par contre, au niveau individualisation, j'ai toujours commencé très tôt l'individualisation. C'est vraiment ce qui permet de pouvoir être sûr d'emmener le jeune ou la jeune au plus haut niveau. Ensuite, c'est l'attrait de la compétition. Tu sais tout de suite, si tu emmènes assez tôt vers la compétition, tu vas très vite voir ceux qui vont aller vraiment vers le haut niveau parce que ça leur plaît. Il y en a certains, ça leur plaît pas ou ça leur fait peur. Alors ça, quand ça leur fait peur, faut un petit peu essayer d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire que ça peut leur faire peur parce que justement, ils sont jeunes et que petit à petit ça va passer. Mais la compétition, c'est ce qui doit être ce qui doit les motiver. Cette compétition-là, pour moi, la compétition, et c'est même encore aujourd'hui vrai pour mes athlètes, que ce soit Enora, Camille, Élise ou Auguste même, c'est le fait la compétition, si tu veux, c'est le haut niveau, c'est tout un tas de choses à côté. J'ai une athlète il n'y a pas longtemps qui me disait, j'ai vraiment la chance de mener la vie que je mène.
parce que autour de la compétition, il se passe plein de choses. C'est des magnifiques hôtels, et je me rappelle même quand ils avaient moins de 13, moins de 11, quand on allait, Lucas, rappelle-toi, à l'hôtel au Dutch, c'était le grand hôtel là, il y avait Bah, ça c'est toujours le aussi. même, hein. Ouais, donc il y avait ça aussi. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que tu emmènes vers le haut niveau et pas forcément. Euh, c'est souvent lié indirectement au squash. C'est rencontrer des copains qui sont d'autres pays. Il y a tout ça et ça, il faut le faire goûter le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et je te dis, même aujourd'hui, pour le haut niveau, bah, imagine là, à Dubaï, ce qui se passe à Dubaï. Moi qui d'habitude suis à Dubaï, tu as l'impression de connaître ce que connaissent tous les joueurs de tennis, voilà, quand ils sont dans les grands chelems. Tu as, les super Audi qui t'attendent, les Q7 qui t'attendent, tu as une Audi Q7 par joueur. Voilà, c'est fait dans des endroits féeriques, tu as ta serviette avec ton nom, les joueurs ont tous leur serviette avec leur nom. Tout ça, c'est des choses qui font, qui entretiennent ton haut niveau et qui font que tu es conscient de la chance que tu as de mener cette vie-là et qui finalement te permet les moments difficiles aussi. Les moments difficiles, parce que bon, c'est comme dans toute vie, il y a forcément des moments difficiles. Tu parlais tout à l'heure en début justement de valorisation. Tu as été à l'initiative du programme Mini Squash et donc dans le cadre du programme Mini Squash, il y avait les tests Super Niki de bronze, Super Niki d'argent, Super Niki d'or sur lequel tu es le fondateur de ces éléments-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces tests qu'est-ce que tu en penses par rapport à la valorisation? Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ce sujet-là? Bah, oui, oui, en fait, bon, effectivement, ça partait complètement de ce principe-là, hein. C'était pour mettre un pendant à la compétition. C'était pour faire en sorte, de toute façon c'est fait comme ça dans les autres disciplines aussi, hein, quand on voit bien au ski, etc. Tu peux avoir ton flocon alors que tu vas skier une fois par an. C'était juste pour à un moment donné avoir une valorisation soit pour des joueurs qui ne faisaient pas de compétition, soit pour des joueurs qui faisaient des compétitions mais n'avaient pas un super niveau, et tout simplement à un moment donné pour leur dire bravo pour votre année, etc. Donc ça rentre vraiment dans le cadre de la valorisation dont je parlais tout à l'heure. Après ces tests-là. C'est dans la réflexion. Moi, tu te rappelles très bien, Nicolas, j'avais fait des tests assez longs, assez compliqués, où j'avais, justement, déjà à l'époque, je m'étais dit, les tests, il faut qu'il y ait un peu de tout. Il y avait des questions d'arbitrage, il y avait des questions un peu de physique, il y avait des questions techniques, enfin, des épreuves techniques, il y avait un petit peu de tout, et c'était long. Puis on s'était fait la réflexion, c'est trop long, donc finalement, les éducateurs les font pas passer. Donc ils ont été un petit peu, je crois, hein, je parle parce que je regarde plus forcément tout maintenant, mais ils ont été simplifiés, c'est ça, Nico? Oui, oui, Voilà, absolument. ils ont été simplifiés. Et j'ai pas les données de savoir s'ils sont vraiment beaucoup passés là par les éducateurs. Je pense pas énormément. C'est pour ça que je pose la question pour qu'il y ait effectivement un écho sur ce que tu en penses, parce que et après les tests sont toujours dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une démarche de les améliorer, de les rendre plus accessibles, utiles d'une manière générale. Aujourd'hui, on est toujours sur 3 tests mini squash et on est passé à 6 tests, enfin pas 6 tests, mais 6 évaluations pour les écoles de squash, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de mini squash. On a multiplié effectivement le nombre de niveaux pour diminuer le nombre de compétences à acquérir par niveau. Parce que l'objectif, c'est effectivement de ne pas faire des usines à gaz qui sont un petit peu compliquées à, à acquérir et que ce soit accessible plus rapidement et qu'il y en ait plus pour justement valoriser encore plus. Parce que l'objectif, c'est de toujours valoriser encore plus. Mm. Dans les studios, il est aussi dans la réflexion de mettre en place un nouveau passeport jeune sur lequel il y a effectivement cette valorisation du joueur en tant que tel, qui soit pas forcément liée à la compétition qu'il fait, mais plus par rapport à son individualisation, comme tu l'as dit, sur ce qu'il a fait, comme le font l'école du ski français. C'est un peu les mêmes principes de toute façon. Non, moi ce que je pense, si tu veux, par rapport à ça, c'est que euh, moi ces tests que j'avais fait à l'époque, moi en fait, ils servaient tout simplement euh, de fin de séance de l'année. C'est-à-dire que moi, je pouvais faire ça sur tout le mois de juin. Mais parce que c'était mes contenus de séance, du coup. Donc, il n'y avait pas trop de soucis à ça. Si tu veux, j'avais tout le temps, je pouvais passer les tests. Après, il faut savoir à quel public on les destine.
C'est vrai que faire passer les tests à un gamin qui est déjà numéro 1 ou 2 français moins de 11 ans, ou même déjà en quart de finale des moins de 11 ans au championnat de France, est-ce que c'est ça qui va le motiver? Est-ce que voilà, tout dépend un petit peu je pense pas qu'au tennis, ceux qui sont bons, qui sont en compétition déjà de haut niveau, passent les tests. C'est vraiment parce qu'il y a un public au tennis, un grand public de jeunes qui viennent. C'est un petit peu notre public qui vient une fois par semaine, le mercredi de 14 à 15, et qui vient. Voilà, c'est ce public-là auquel vraiment s'adressent les tests. Et c'est finalement, pour répondre vraiment à ta question sur les tests, l'efficacité des tests, posons-nous la question de quel est notre public jeune, la proportion, c'est-à-dire le nombre de jeunes aujourd'hui licenciés, combien il y en a qui font de la compétition. On va vite s'apercevoir que ceux qui font de la compétition, à mon avis, ils ne sont pas destinés pour ces tests-là. Et du coup, il en reste combien qui ne font pas de compétition? Et du coup, tu vas dire, ben voilà, s'il en reste 10% qui ne font pas de compétition, ben finalement, ce n'est pas la peine de s'embêter avec des tests parce qu'il n'y en a que pour 10% et que c'est pour ça que finalement, ils ne sont pas passés. Je pense que c'est ça un travail à faire, de comprendre vraiment quel est le public et savoir si ça vaut le coup de relancer tout ça. Et donc, tu parlais donc trois choses importantes, valorisation, individualisation et compétition. Est-ce qu'il y aurait une hiérarchisation que tu voudrais mettre par rapport à ces trois termes? La hiérarchisation que tu as utilisée, c'est-à-dire que pour toi, la valorisation, elle prime sur la compétition, ou est-ce qu'il y a quelque chose En fait, la valorisation, tu comprends bien qu'elle sera elle sera dans l'entraînement, elle sera dans la compétition. La valorisation, c'est ce qu'on pourrait appeler, tu sais, le sandwich, c'est-à-dire être capable de valoriser, dire à un moment donné que ça va pas et revaloriser derrière. Et du coup, le point un peu négatif que tu as souligné, il est bien enrobé et il est mieux adapté à ta pédagogie. Mais la valorisation, elle va être dans la compétition. C'est-à-dire que dans la compétition, il va falloir arriver à. Moi, ça fait depuis à peu près quasiment une quinzaine d'années que je ne suis jamais négatif sur une défaite. Jamais, jamais, jamais. Ça me vient d'un préparateur mental qui un jour m'avait dit, parce que j'avais été vraiment un peu dur derrière, et il m'avait dit, mais est-ce que tu crois qu'il ou elle a fait exprès de perdre? Je dis non, mais c'est pas le sujet, je m'en fous de ça. Bien sûr que non, mais il me dit non, mais finalement, tu as résolu, voilà, t'as ta réponse, tu as fait exprès. Donc à partir de ce moment-là, faut pas être négatif, faut pas être machin, faut juste être en capacité de comprendre ce qui s'est passé et d'avancer. Et une fois de plus, arriver à ressortir les points positifs. Et ça, je m'en sers encore aujourd'hui. Hier, Camille n'a pas bien joué hier. Bon, après, il faut être deux. Hein. C'est l'autre qui peut te faire déjouer. Mais elle n'a pas bien joué. Mais on a retenu que le côté positif, d'avoir sauvé une balle de match, d'avoir gagné le match et de ce qui a été bien sur le cours. Ça n'empêche pas à un moment donné de dire, attention, demain, il faudra plus un petit peu jouer comme ça. C'est ça la valorisation. Et donc, elle est Alors, ça me fait rebondir sur une question, notamment, on parle de valorisation toujours. Est-ce que tu as une méthode de coaching particulière ou est-ce que tu t'emploies à faire des choses particulièrement dans ton coaching entre les jeux? Alors, oui, le coaching entre les jeux. Je cherche toujours à être sur le psycho. C'est-à-dire, c'est ma façon de voir les choses, si tu veux, c'est que je pense que tout entraîneur, ça peut être intéressant comme réflexion, tout entraîneur, c'est comme un joueur finalement, un entraîneur. Un joueur va se sentir mieux sur le côté physique, va se sentir mieux sur le côté technique, va se sentir mieux sur le côté tactique. Il a des préférences, si tu veux, dans sa manière de jouer et ses préférences sont souvent dictées par le fait qu'il se sente mieux sur certaines composantes que sur d'autres. On va trouver des joueurs qui, à un moment donné, vont pas poser la balle devant parce qu'ils ont un peu peur, parce que machin, et qui du coup vont blinder sur l'arrière parce qu'ils disent, moi physiquement je vais tenir. Donc voilà, ils vont aller plutôt sur la composante physique. Un entraîneur, pour moi, c'est un peu la même chose. Moi, je ne cache pas que j'aime bien l'aspect psycho, l'aspect mental. Et je pense que c'est un peu pour ça que aussi le choix s'est fait d'être avec les filles, parce que je pense que cette partie-là est prépondérante. Et du coup, dans mon coaching, mes premières phrases sont toujours sur le côté un petit peu psy.
toujours sur le côté valorisé, toujours le côté c'est bien, la tiété. Voilà. Et après, je commence à rentrer dans le côté tactique. Bon, bien sûr, le côté technique n'existe pas dans le coaching. C'est pas là où il faut en parler. Mais donc, on va être sur le côté mental et tactique. Donc, moi, je vais d'abord Encouragement sur le et côté. rassurance. Comment? Encouragement et ou rassurance. Oui, voilà, voilà. Alors, sur des choses de préférence un peu où l'athlète qui est pas dupe va pouvoir s'appuyer. C'est-à-dire des choses, effectivement, où à un moment donné, d'ailleurs, il peut y avoir cette réflexion. Après, moi, j'ai des athlètes qui parlent pas du tout pendant le coaching, d'autres qui parlent. J'ai tout, ça c'est propre à chacun. Mais il y a quelqu'un qui dit, ah bon, tu crois, mais là, à chaque fois, je me faisais avoir et tout. Donc, mais non, pas du tout. Tu as l'impression que tu te faisais avoir, mais au contraire, il faut juste le faire un petit peu mieux. Voilà. Mais voilà, moi, c'est un peu je vais quand même vachement sur le côté psycho. Moi, je vais arrêter les questions à ce sujet parce qu'il est déjà 11 heures. Par contre, je vais laisser la parole. Effectivement, il y avait Lucas qui avait une question à te poser, donc je vais laisser la parole à Lucas et à d'autres si jamais ils ont des questions, pour pas qu'on déborde trop si jamais il y en a qui doivent partir ou si toi t'es pris par le temps. Donc vas-y, Lucas, la question. Moi, je voulais juste savoir, si tu dois sûrement le savoir, combien de matchs officiels Camille joue dans une saison et si tu as aussi le nombre d'heures d'entraînement en comparaison. Bon, le nombre d'heures d'entraînement, oui, ça c'est assez facile. Euh, Camille est aujourd'hui à peu près en moyenne à 5-6 heures par jour sur 5 jours, avec le sixième jour où il y a toujours 1 heure. En général, c'est 1 heure de solo et un jour où il y a récup complète. Ça, c'est au niveau des entraînements. Tu, Au, au tu niveau inclus tout? Tu inclus tout ou Ouais, exclusivement le squash? sur les 6 heures par jour, j'inclus tout. C'est-à-dire que, en plus de. Comment? Pilates, ça en fait partie. Oui, oui. Le pilate, le psycho, le yoga, tout ça en fait partie. Ouais. Donc voilà. Ensuite, donc, pour répondre au niveau du nombre de matchs, elle doit être à peu près à, je dirais, elle doit être en moyenne à sur l'année 8 matchs par mois sur 12, lycée sur 12 mois. Ouais. T'inclus que le circuit B7, t'inclus aussi toutes les autres compétitions Oui, françaises qu'il peut y oui, avoir. ouais, ouais, Que les j'inclus. PSA ou En c'est fait, quoi la réponse? Oui, un il y a World quoi? Series, un World Series, c'est 4 matchs. Donc voilà, donc ça peut être si elle fait une demi, c'est 3 matchs. Si elle fait un quart, c'est deux. C'est voilà. Donc on est là. Et puis après, dans les matchs, je vais rajouter donc les matchs équipe de Ouais. France, les matchs championnat d'Europe Indiv. Je vais rajouter les matchs parce que je les compte en critérium, surtout ceux contre Lucas. Ensuite derrière, je vais rajouter. Je ne mets pas les Où il prend une matchs branlée, c'est ça? d'entraînement. Je mets pas les matchs Ta d'entraînement. gueule, toi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions? Non? Est-ce que Philippe, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton intervention? Non, bah écoute, je trouve ça plutôt sympa, une très bonne idée, toujours intéressant. Je pense avoir beaucoup parlé, peut-être trop, mais ça prouve que voilà, c'est intéressant voilà. Donc juste, c'est vraiment, on a toujours un petit peu ce problème dans le squash, un peu d'échange. Alors certes, il y a des égos, il y a plein de choses où il y a des gènes, voilà. Mais en fait, l'échange, il faut vraiment le considérer. Pas comme en tout cas moi je le considère pas comme ça, pas comme quelqu'un qui a la science infuse, quelqu'un qui se dit ben moi j'ai tout connu ou moi j'entraîne une fille qui est tant, une équipe de France qui a fait troisième au championnat du monde parce que souvent on l'oublie c'est Moi, pas comme ça. jamais. J'oublie jamais, moi. C'est pas comme ça, mais c'est vraiment une question voilà de pouvoir
dire comment ça s'est passé pour soi-même, savoir que à un moment donné, on a fait des erreurs, qu'à un moment donné, on a dû faire des choses pas trop mal puisque ça a fonctionné, et puis que finalement, voilà, comme moi j'ai fait un petit peu finalement avec mes autres entraîneurs, moi j'ai eu plusieurs entraîneurs différents qui ont tous amené des joueurs français à un bon niveau, et donc ils étaient pourtant très très différents. Et moi, j'estime que j'ai pris un petit peu de chacun d'eux, et puis qu'après, je me suis fait ma propre philosophie d'entraînement par rapport justement à la chance de pouvoir aller dans beaucoup de pays, voir comment ça se passe un peu partout, avoir des discussions avec des entraîneurs. Moi, je discute très souvent avec le mari de Massaro, qui est son entraîneur, et le mec, il est vachement intéressant. Donc, et en plus, il parle parce qu'il parle beaucoup lui aussi, donc par moment, il parle de choses pas intime, enfin intime dans le sens des doutes que peut avoir sa femme, alors que ça semble être une warrior, et elle a par moments des gros moments de doute, et que c'est difficile, et comment il fait, comment il essaie de la sortir de là. Voilà, plein de choses en plus qui peuvent être aussi intéressantes quand on a des filles comme moi. Sur une notion de se dire, voilà, mariage, enfant, voilà, c'est des choses assez. Faut savoir que Masaru, c'est pas anodin si dernièrement vous allez me trouver un petit peu fou en disant ça, mais ils ont acheté un chien. Un chiot qui est magnifique, qui est super beau, mais moi, ça ne peut pas m'empêcher de la tête. Et lui, il me l'a dit à demi-mot que voilà, c'est juste pour pallier en ce moment quelque chose qui doit se passer dans la tête de sa femme qui a 35 ans et qui veut avoir des gosses. Donc forcément, à un moment donné, quelque chose qui se passe qui fait que finalement, elle est quand même toujours dans le top, que il y a plein de choses, elle a toujours envie. En plus, il faut pas oublier le côté financier. Hein. Il y a de plus en plus d'argent dans le squash, et notamment dans le squash féminin. Donc, c'est des années importantes. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est des échanges avec les entraîneurs qui peuvent aider à un moment donné des nouveaux entraîneurs à appréhender les choses qu'ils vont connaître d'une manière différente par rapport à l'expérience de quelqu'un. Voilà. C'est comme ça que je trouve que ces échanges sont intéressants. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et J'aurais une petite dernière question à poser à Philippe. Ouais, Guillaume. Nous sommes effectivement entraîneurs, entraîneurs artisans un peu, qu'on est continuellement, on fait avec nos mains, nos têtes, etc. Chercheurs, si j'ai bien compris aussi, puisque tu es continuellement dans la recherche de quelque chose. On est tous et on va tous être diplômés. En tout cas, je l'espère pour tous les stagiaires là, avec également une mission de développement de l'activité, de notre activité qui est le squash, qui nous touche. Et dans l'artisanat, on utilise beaucoup le compagnonnage. J'apprends avec, et tu es revenu souvent dessus. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot sur son compagnonnage ou sur les personnes que toi tu accompagnes ou que tu pousses à accompagner ou etc. Tel le Padawan du Jedi. As-tu des Padawans toi en tant que grand Jedi du squash? Et qu'en penses-tu de cette démarche de compagnonnage? Oui, c'est un petit peu ce que je disais là, avec une façon un peu. Tu vois, en fait, je l'ai jamais connu, et là, depuis que j'ai par exemple Malcolm en adjoint au niveau du pôle, c'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Et hier, on a passé 4 heures ensemble là. Et c'est vraiment des échanges intéressants. Mais une fois de plus, je mets ça avec échange parce que des fois, il me dit des choses parce que moi, à la limite, lui, il peut m'apprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui quand on entraîne une championne de France moins de 15 ans. Voilà, moi, je peux lui donner mon avis et donc plus que le côté compagnonnage, padawan, etc., c'est le côté chacun peut apporter quelque chose et effectivement peut-être que moi je dois rester un petit peu celui qui mine de rien a le plus d'expérience, mais ça il n'y a pas besoin, il suffit de regarder mes cheveux blancs, forcément il y a plus d'expérience, plus de vécu, plus vécu de
de choses autour de l'entraînement. Donc ça, effectivement. Mais pour répondre au fond de ta question, malheureusement, voilà, c'est que avec Malcolm. Je l'ai avec personne d'autre. Tu penses que ça peut être une seconde vie pour toi? Oui. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose qui m'intéresserait, oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, merci Philippe. On te voit plus, mais on t'entend parce Je sais que pas là, pourquoi. il y a la vidéo qui a coupé. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on te remercie beaucoup de ta participation. Moi, je vais rester quelques minutes avec les stagiaires pour débriefer un peu. Ça y est, on te voit. Je vais rester 5 minutes avec les stagiaires pour débriefer un peu sur ce partage d'expérience. Donc voilà, soit si tu as envie de rester, tu peux rester, mais si tu veux nous quitter, il n'y a pas de problème. Je vais devoir y aller. Donc, en tout cas, ça m'a fait bien plaisir. Merci. Et puis, bonne Merci. continuation. Merci. Et puis, on se reparle quand vous voulez. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Salut. Je vous garde pas très longtemps, les gars. Donc, c'était juste pour faire un petit point sur les points qui vous ont marqué par rapport à ce partage d'expérience qui vous semble très pertinent par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans le cadre de vos entraînements. Quentin? Ouais, mais pour le coup, pour les avoir au quotidien, je trouve que l'approche de Philippe sur certains points est largement différente de celle de Yann et Renan et de celle que Fred pouvait avoir avant. Moi, je pense que j'essaye de m'inscrire plus dans ce que voit Philippe que dans ce que voient les autres, en fait. De dire que y a pas, c'est une adaptation permanente à tous les coups, etc. Et qu'il n'y a pas vraiment à part une certaine base technique, etc. Que tout le reste c'est dans l'adaptation et que il faut chercher, comme il disait avec la petite franco-égyptienne, elle apprend à marquer des points et je pense que c'est ce il faut apprendre dès le plus jeune âge aux petits. D'accord. Lucas? Là, tu me prends de court, j'étais en train de remettre mes idées en ordre. Stéphane? Pareil, mais bon, j'aime bien le côté effectivement sortir des carcans, de pas se laisser enfermer là-dedans. Voilà, pour faire simple, et l'aspect mental en fait. Voilà, la dominante, c'est qu'en fait ça touche tous les, enfin de ce que j'ai à peu près compris, hein, c'est ce qui va faire le lien dans tous les autres secteurs de la logique interne en fait. Que tout est relié à la tactique, c'est ça que tu veux dire? Que toutes la les tactique sont importantes, mais elles sont reliées à la tactique. Tout à fait, voilà. Moi, Je peux vous dire que ça a changé. Hein. Moi, j'ai une petite chose à dire, c'est que juste comme ça, hein, mais je suis tuteur de 2 gars qui ont suivi la conférence et rien qu'à nous 3, on représente 90% des présents. Donc rien que la qualité des stagiaires et du tuteur est présente. Voilà ce qu'il est en train de dire. Qu'elle soit bien clair entre nous. Je tiens à vous informer que vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez le voir en bas de l'écran, mais il y a un spectateur par rapport à cette visioconférence, c'est Julien Stalin, qui est le tuteur d'un stagiaire qui est ici, donc il peut réduire à 80%. Voilà, mais Julien Salin, j'ai pas mal suivi aussi. Julien Salin, j'ai pas mal suivi aussi et je le reconnais. C'est quelqu'un de compétent, de grande qualité, bonne qualité d'écoute et surtout d'écoute, là pour le coup. Ouais. Ça j'ai trouvé ça pas mal sur la détection, ouais. Ça vraiment très, ouais, c'est vrai que ça. C'est pas que le visuel, ouais, c'est plutôt la mise en place, c'est comment les gens intègrent l'information et comment ils la mettent en place. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, pas mal. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il est dès le départ, lorsqu'il a parlé effectivement sur la question que je lui ai posée sur qu'est-ce qu'il a appris à l'INSEP. Et en fait, cette notion d'échange avec les autres sportifs, avec les autres sports, sur l'organisation de l'entraînement et cette relation qu'il fait continuellement avec la logique interne,
et ce qui lui permet de se questionner continuellement et de rechercher, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui est importante et qui le met continuellement en perspective par rapport à son modèle de performance sur lequel il se questionne continuellement. En repositionnant effectivement au centre de son schéma cette notion de tactique, c'est pour ça que j'ai essayé de souligner cette notion d'espace-temps qui l'amène à s'organiser. Et du coup, j'ai trouvé ça, moi, extrêmement intéressant parce que autour de ça, ben, il essaye de gérer cette complexité, d'accord, dans cette relation duel et dans la gestion de tout l'environnement, que ce soit toutes les composantes en fait qui lui permet d'optimiser la performance de ses athlètes. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui le pousse justement à aller aller continuellement rechercher des informations sur la spécificité de son activité ou sur des notions spécifiques de son activité ou bien sur la recherche fondamentale et sur lesquelles il va se frotter à un universitaire, il va se frotter à rechercher des informations sur la prise d'informations, sur la personnalité, sur etc. 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 Et c'est pour ça que je lui ai posé cette question sur et toi ta préparation, parce que lui il a une préparation d'entraîneur de haut niveau quoi. Et on voit bien qu'il est obsédé par ça. C'est une obsession. Tout tourne autour de quelques thèmes comme ça, avec cette pensée qui se construit et cette pensée qui, à un moment donné, où lui, il optimise continuellement. Effectivement, il essaye de se mettre dans une situation de duel, de déséquilibre, pour aller essayer de répondre à des questions qui se posent. Moi, c'est vraiment quelque chose dans son témoignage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prégnant par rapport à ça. Je trouve que c'était un beau témoignage. Moi, c'est ce que je retiens quoi par rapport à ça, et qui est complètement en relation par rapport au canevas qu'a essayé de mettre en place et essaye de mettre en place Nicolas avec les différentes sollicitations qu'il essaye de mettre en place sur les échanges. Sur se connaître son environnement, sur les questionnements et sur la possibilité à un moment donné de prendre un entraîneur d'une autre discipline comme moi et puis vous mettre en relation avec vous, etc. Tu vois, et sur justement ce canevas qui n'est pas du tout linéaire. Et je trouve ça, je veux dire, la démarche de Nicolas de construction du DE et vous, les différentes évolutions que vous avez, vous n'êtes pas loin de ça. En tout cas, moi, je parle de mes stagiaires. Hein, je suis désolé pour les autres, hein, mais je trouve que on est dans cette démarche-là un petit peu, qui est effectivement questionnante, etc., etc. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, moi. Il n'y a pas que Philippe. Je suis désolé. Il n'y a pas que Philippe qui parle beaucoup, en fait. Hein. Pardon? Il n'y a pas que Philippe qui parle beaucoup, en fait. Non, mais tu as demandé ce qu'on pensait de son intervention, voilà. Bien évidemment. Lucas, je pense. Bah moi en fait ce qui est marrant c'est que comme il l'a dit plusieurs fois, je l'ai vécu au quotidien, donc en fait ce qui m'a le plus marqué c'est la façon dont il avait changé. Moi je me souviens d'épisodes de coaching avec lui où le négatif était dominant, c'est-à-dire que j'avais beau je perdais, notamment je me souviens d'un match sur Raphaël Candra où je perds alors que c'était la première fois que je perdais alors que je faisais que gagner, et j'avais fait un match de merde, un vrai match de merde, et j'étais pas dans mon assiette ce jour-là, et il avait été dans le négatif d'une façon assez violente parce que je me souviens être parti en pleurs. Alors j'étais jeune, hein, j'avais, je sais pas, je devais avoir 12 ans ou un truc du genre. Et ce qui me fait vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont il avait changé et qu'il avait mis de l'eau dans son vin sur énormément de choses. Et en fin de compte,
tout le côté remise en question et adaptation, c'est ce qui m'a le plus c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que en fin de compte c'est ça, c'est notre quotidien quoi, c'est trouver des adaptations selon les joueurs. Les mots qu'on va leur dire au coaching sont jamais les mêmes, même avec un joueur selon s'il est bien luné ou mal luné, on n'utilisera pas les mêmes mots. Selon la situation du match, on n'utilisera pas les mêmes mots et en fait, c'est que de la capacité d'adaptation que en fin de compte, je trouve ça vraiment intéressant. Après, je pense qu'avoir un moule, enfin, c'est pas un moule, mais avoir un cadre de base, c'est aussi important parce qu'il faut comprendre que pour devenir sportif de haut niveau, en tout cas, puisque en tout cas, c'est ce sur quoi notre formation porte, euh, il faut respecter des règles. Parce que être sportif de haut niveau, ça veut pas dire pouvoir aller sortir tous les week-ends et faire la chouille tous les week-ends. Non, c'est un style de vie, comme il disait, qu'on prend à bras le corps et qu'on prend à 100%. Donc on a de l'adaptation, oui, mais il nous faut quand même un certain cadre. Il y a un cadre naturel qui s'impose à nous quand on choisit ce style de vie, quoi. Okay. Et moi, je voudrais aussi appuyer sur le fait qu'effectivement, l'importance de connaître l'autre pour mieux l'accompagner est fondamentale. C'est pas mal ce que lui disait dans la démarche. Et là où je mettrais quand même un petit bémol par rapport au fait que tu dis que Philippe a changé par rapport à son coaching, je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'il est avec un public féminin et que le public féminin n'est pas prêt à entendre des fois quelque chose de négatif, dans le sens où si jamais à un moment donné on te défonce au coaching parce que tu as fait n'importe quoi, les filles elles vont réagir excessivement et négativement. C'est pas toujours le cas des gars. Alors je fais une généralité garçon-fille, mais en fait c'est pas une généralité garçon-fille qu'il faut faire, c'est une généralité par rapport aux personnalités de chacun. Et je pense qu'au niveau du coaching, des fois il faut rentrer dans l'art. Je pense que des fois c'est intéressant de rentrer dans l'art de certains joueurs parce que ça a un moment qui correspond à un besoin de l'individu qu'il fallait qu'à un moment donné tu lui rentres dans l'art pour qu'il Ah mais évolue. ça, je suis entièrement d'accord, mais ça rejoint ce que je disais en disant que chaque situation est différente et on n'utilisera jamais les mêmes mots. Maintenant, il faut savoir s'adapter à la situation, quoi. Je sais Exactement. que Melville sur Romeo Billy, quand il perdait 2-0 et qu'il sort du cours en disant que de toute façon l'autre il est trop fort et qu'il y arrivera jamais, bah là je vais rentrer dans le lard. Quand il est sorti de sa demi-finale de l'Open de France en larmes parce qu'il comprenait pas ce qui se passait, il était complètement stressé, etc. Là je l'ai complètement soutenu, quoi. C'est que je vais pas l'insulter, alors que sur Romeo je l'ai insulté. Et c'est exactement ça. Et ça rejoint aussi ce qu'il disait, c'est l'instinct de l'entraîneur qui va vous permettre de trouver le bon moyen de coacher au bon moment. Et c'est l'écoute, c'est les yeux, effectivement, l'observation de ce qui se passe, et l'instinct et le feeling qui vous permet effectivement d'identifier la bonne méthode de coaching. Ouais, ouais, ouais. On peut, ouais, l'instinct, ouais, je veux bien, ouais. Si vous voulez. Il aime pas, Enfin, c'est il aime pour pas moi, Guillaume, c'est comme, pour moi, l'instinct, c'est comme, tu sais, La connaissance. on parle d'intelligence de jeu, on parle d'expérience, d'accord? T'as des gamins qui arrivent, ils ont aucune expérience, ils vont niquer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, effectivement, t'es préparé et on t'a filé des billes et tu sais où regarder, comment regarder. Et cette notion d'espace-temps, cette notion de collaboration ou à un moment donné de repère, etc. Tu as eu la chance à un moment donné que des entraîneurs ou bien des personnes de ta famille ou bien ton entourage, etc. a pu te transmettre aussi ça, des valeurs, etc., etc. Donc, faire attention au niveau de l'instinct, faut faire la notion de feeling. La notion de feeling, faut faire extrêmement attention aussi parce que nous, notre capacité en tant qu'entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter effectivement par rapport à différents environnements et pour pouvoir s'adapter, il faut pouvoir reconnaître ces environnements et avoir des repères qui sont bien solides. Et c'est pour ça que Nico intervient sur des repères qui sont hyper solides et qui se reposent à un moment donné sur de la recherche, sur la démarche, etc. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à le savoir empirique, qui est pas mauvais, hein,
Mais un peu ce que racontait Philippe, bah ouais, il lui a fallu 30 ans quoi, ou 20 ans pour arriver à sortir quelque chose. Et aujourd'hui, avec les savoirs au niveau cognitif, les savoirs, le croisement d'informations, les croisements, etc., on a la possibilité de mettre en place des schémas et de s'accaparer des schémas et de s'accaparer des façons de réfléchir, des façons d'observer, qui, quand ça va de plus en plus vite, effectivement, on a la bonne réponse au bon moment. Et là, cette capacité de l'entraîneur à pouvoir s'entraîner, à aller de plus en plus vite, de reconnaître, ouais, des fois on appelle ça l'instinct, des fois on appelle ça le savoir-faire, des fois on appelle ça le talent. Mais le talent, rien ne vaut l'envie. C'est bien parce qu'on a une grosse envie que on peut avoir du talent. Ouais, Donc, etc. Quoi. C'est peut-être mal résumé. En fait, c'est peut-être plus la connaissance du joueur associée à l'expérience des situations qu'on a vécues avec lui qui va faire que tes choix vont se porter plus sur effectivement rentrer dans l'art ou pas rentrer dans l'art, par exemple. C'est plus, Voilà. on va dire, c'est plus scientifique que l'instinctif. Mais ce que j'ai assimilé à de l'instinct, non, effectivement, c'est pas de l'instinct, c'est la bonne connaissance du joueur associée à l'expérience des situations qui permet justement de prendre la bonne décision. Alors après, dans le haut niveau, là, tout ne s'explique pas. C'est-à-dire que, et Philippe l'a bien expliqué par rapport à ça, lorsqu'il il se pose des questions, il veut toujours trouver quelque chose de nouveau. Trouver quelque chose de nouveau, c'est cette intelligence de pouvoir gérer la complexité et de pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Et puis après, il y a des personnes, comme les universitaires, qui vont t'expliquer comment il a réfléchi lui, ou comment, quelle logique il a mis en place, etc. D'accord? Et nous, en tant que artisans, chercheurs et acteurs de la performance de nos athlètes, on va croiser des données, on va rechercher, etc., un certain nombre de choses qui s'expliquent pas forcément de suite ou pas forcément, etc., etc. Donc voilà, faire aussi attention à ça. Bon voilà. Bon quelqu'un a quelque chose à rajouter ou on s'arrête là-dessus? Je pense que on a bien balayé. Ça fait 2 heures qu'on est dessus. Je pense que c'est intéressant quand même. Pour moi, tout est good. Tout est good. Merci à vous.